il faut prêter vraiment beaucoup d'attention à ce qu'on va faire. Donc, on procède toujours de la même manière. S'il y a des questions, tout simplement, vous ouvrez votre micro, vous la posez. On va faire l'effort vraiment. Ici, on a concentré le maximum. On va faire l'effort d'aller très rapidement. Mais pour sortir vraiment de ce module-là, l'essentiel, l'objectif déjà soit atteint. Donc, sans toutefois tarder, déjà, on va commencer. Donc, pour ce module, déjà, on parle de la lutte contre les incendies et du secourisme. Donc, comme je l'avais rappelé, vous aurez des attestations sur la lutte contre l'incendie et le secourisme. Donc, pourquoi aujourd'hui parler de la lutte contre l'incendie? Parce qu'en entreprise, généralement, ou même à la maison, tous que nous sommes déjà, avons déjà été témoins, ou du moins victimes même d'un incendie. Donc, la norme nous dit simplement de ne jamais négliger un risque dont la probabilité d'occurrence est élevée, mais que la gravité est faible. Donc, l'incendie, ça n'arrive pas tout le temps en entreprise. Sauf que quand ça arrive, la gravité est élevée. On peut avoir des dégâts même en vie humaine, des dégâts matériels et même on peut porter à tête même à l'environnement. Donc, dans ce sens-là, notre critère d'appréciation même doit nous permettre vraiment de mettre des éléments pour empêcher, ou du moins même encore, pour diminuer la probabilité d'apparition de l'incendie dans notre pays. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons discuter déjà de feu. Donc, pour ce module, on va aller très rapidement. Le second module, on verra. Donc, l'objectif déjà, ça sera de connaître le mécanisme d'éclosion, les causes de propagation du feu et la fumée déjà qui tue. Donc, pour parler d'incendie, il faut parler de feu. Donc, nous, en entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre déjà sur le feu. On va se concentrer déjà sur les débuts de feu. Comment le feu naît? Parce qu'avant de lutter déjà contre la conséquence, comme on l'avait dit, il faut lutter déjà contre les causes. Et les débuts de feu, déjà, si on arrive à lutter contre les débuts de feu, naturellement, on va éviter les incendies. Mais avant ça, il va falloir qu'on arrive à comprendre quelle est la différence entre le feu et l'incendie. Et ça me permet en même temps déjà de poser une question. Pour vous, c'est quoi le feu? Pour vous, c'est quoi l'incendie? Donc, je rappelle toujours qu'on procède de la même manière, par volontariat, sinon par volontariat désigné. Et quand je regarde par haute chronologie, c'est Minungu après Minungu, M. Mahamadou. C'est quoi le feu? C'est quoi l'incendie? Donc, c'est quoi le feu? C'est quoi l'incendie? Le feu n'a pas assez de conséquences, donc de volume même que l'incendie. Ok, d'accord. Ok. Donc, pour Madame Digman, on va parler déjà en termes d'appréciation déjà, où le feu déjà n'a pas un certain volume ou d'ampleur même que l'incendie. Et pour vous, venez voir le micro ouvert. Oui, vous m'entendez? On vous entend 5 sur 5. D'accord. Pour moi, le feu, c'est une réaction lorsqu'il y a comment on dit ça? Lorsque trois éléments sont réunis, non? OK. Avec, c'est quoi? Le carburant, le combustible, et puis une source de chaleur, si je ne me trompe pas. OK, d'accord. Maintenant, l'incendie, c'est lorsque il y a, ces trois éléments-là sont réunis, mais qu'il y a des dégâts, que cette combustion-là crée des dégâts matériels ou des dégâts physiques. Merci. Et nous, Monsieur Mahamadi, sinon. Donc, pour moi, comme elle a déjà défini le feu, mais quant à moi, quand on dit d'un incendie, c'est un feu non contrôlable. Si un feu est non contrôlable, ça devient un incendie. Ouais.
le feu. On n'entend plus Monsieur Mamadi. Est-ce que Monsieur Mamadi nous reçoit? Peut-être un problème de connexion. Sinon, pour plus avancer, c'est un peu ça. Donc, avant déjà de parler d'incendie, on va parler déjà du feu. Donc, le feu, naturellement, c'est ça. Ça commence déjà par la combustion, comme Minogo l'avait dit. Donc, une combustion, naturellement, déjà, c'est un corps combustible qui va brûler naturellement avec la présence déjà d'un comburant et ensuite d'une énergie d'activation. Et ensuite, qui va dégager le CO2. Quand on va parler de combustion complète, ou encore de combustion complète, ça va dégager déjà le monoxyde de carbone. Donc, avant déjà de se concentrer déjà sur l'incendie, nous, on va se concentrer déjà sur le feu. Donc, on parle de feu déjà lorsque trois composants sont réunis, comme il nous l'a dit. C'est-à-dire le combustible, c'est le corps qui brûle. Le comburant, c'est le corps qui fait brûler. Et ensuite, l'énergie d'activation. Donc, le combustible, ça peut être déjà un corps solide, liquide ou même gazeux qui peut brûler. Par contre, le comburant, déjà, ça sera toute nature qui permet déjà de faire brûler. C'est ce qui fait brûler. Donc, quand on sait que l'oxygène même que nous respirons est constitué déjà de 80% de diazote et de 20% d'oxygène. Donc, ça signifie que dans n'importe quel environnement où on a une certaine quantité d'oxygène, naturellement, si le combustible est présent, si l'énergie d'activation est présente, ça signifie qu'il peut y avoir feu. Donc, l'énergie d'activation, c'est toute source de chaleur nécessaire déjà pour que les deux autres composants déjà se mettent ensemble. Donc, naturellement, ça peut être un mégot de cigarette qui est négligé, jeté dans un endroit où les deux autres combustibles déjà sont présents. Naturellement, il y aura feu. Ça peut être aussi, par exemple, ça peut être provoqué soit l'éclair même du tonnerre, qui peut entraîner déjà une source de chaleur, des étincelles même au niveau même du courant électrique. Ça peut aussi procurer aussi déjà être une énergie d'activation. Par contre, si ces trois éléments déjà sont réunis, naturellement, il y a le feu. On parle déjà de triangle donc de feu. On va beaucoup plus approfondir. Par contre, l'incendie, c'est quoi? L'incendie, c'est un feu violent qui va échapper sous le contrôle et à la maîtrise de l'homme dans l'espace et dans un temps donné. Donc, pour parler d'incendie, il faut que le feu naisse. Et pour que le feu naisse aussi, il faut que les trois composants du triangle de feu soient réunis. Donc, naturellement, pour pouvoir lutter efficacement contre le feu, il faut qu'on arrive à trouver des moyens pour éviter que les trois composants du triangle soient réunis. Donc, la fumée, déjà, c'est toute particule déjà visible dans l'air et qui va provoquer beaucoup d'autres choses. Donc, naturellement, c'est de ce triangle de feu-là déjà qu'on parle. Le comburant, le combustible, c'est qui brûle, le papier, le bois, etc. Le comburant, c'est qui fait brûler, pour notre cas, on va parler d'oxygène qui est contenu dans l'air, et l'énergie d'activation. Donc, pour éviter déjà que le feu apparaisse, il faut qu'une composante du triangle de feu-là disparaisse. Quand on arrive à neutraliser déjà une composante de ce triangle de feu-là, naturellement, le feu s'éteint. Donc, les énergies d'activation peuvent être techniques, c'est-à-dire volontiers, c'est-à-dire volontairement, quelqu'un même décide même de prendre un briquet, l'allumer déjà sur un bout de paille, il y a déjà l'oxygène qui est déjà dans l'air, lui, il a envoyé l'énergie d'activation, le combustible, c'est le bout de paille, naturellement, les trois sont réunis, le feu va prendre. Énergie électrique aussi, ça peut, l'énergie mécanique avant, pour pouvoir allumer le feu, déjà, il faut directement. Biologique, à travers déjà la fermentation, on a face au biogaz aujourd'hui qui arrive à faire, avec l'ensemble des déchets qui, après leur décomposition, permet déjà de produire déjà une certaine énergie. Et on a d'autres réactions aussi chimiques. Donc, quelles sont déjà les causes des incendies? Ils peuvent être naturels, provoqués. Mais là, déjà, le plus important, déjà, ce n'est pas là de connaître ça. Les modes de propagation déjà de la chaleur, naturellement, on a plusieurs modes. On a par rayonnement thermique, par conduction, par convection. Vous allez voir que naturellement, quand vous mettez un morceau, une louche au feu, l'autre côté, dans le feu, ça chauffe, mais l'autre côté aussi, vous brûle. Donc là, déjà, c'est quoi?
on va parler déjà de rayonnement thermique transmis à distance et absorbé par un corps récepteur. Ce corps chauffé par le rayonnement prendra aussi à son tour. Par contre, par la conduction, c'est la chaleur transmise par un matériau en contact direct avec le foyer de l'incendie. Donc, quand vous prenez par exemple la louche, vous mettez, l'autre côté est dans le feu, mais l'autre côté, après déjà, ça va chauffer votre main. Et après, quand ça chauffe, si un papier vient se coller là-dessus, ça peut aussi produire le feu. Par convection en attirant, ça est le déplacement des gaz chauds de combustion vers l'air ambiant. Quand vous allez prendre une forêt, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand la forêt et le champ de ton voisin brûlent, naturellement, si rien n'est fait, toi aussi va se brûler. Parce que le vent, déjà, le flux de chaleur va transporter déjà ce flux-là pour revenir déjà dans ton propre champ. Donc ça, ce sont les modes déjà de propagation déjà du feu. Donc l'incendie déjà, naturellement, lorsqu'un incendie se passe, qu'est-ce qu'il faut éviter déjà? C'est la fumée déjà qui tue. Et ça, ce sont les choses déjà qu'on va revenir dessus, le deuxième module. Donc ce module, on va aller un peu très rapidement. Donc je rappelle toujours que s'il y a des questions, tout simplement, on ouvre son micro et on la pose. Je vois que M. Poissy en ligne, il vient de nous prendre en marche. M. Mahamadi aussi est revenu. Donc, bonsoir, M. Poissy. Bonsoir, monsieur le formateur. J'excuse, je suis un peu en retard. Donc, ça veut dire que je n'ai pas bien suivi la situation, mais après au fur et à mesure, je pourrais poser une question s'il y a une préoccupation. Merci. Merci, M. Poissy. M. Mahamadi aussi est revenu, certainement un problème de connexion. Donc, comme on l'avait dit précédemment, aujourd'hui, on va discuter autour de la lutte contre l'incendie et le sécurisme. Ils sont deux modules très, très importants pour le QHSE parce que, primo, déjà, vous allez avoir déjà une attestation sur ces deux modules. Donc, qui dit attestation, ça sous-entend que vous devrez avoir au moins les prémices ou encore même le nécessaire, même quand on parle de lutte contre l'incendie et le sécurisme. Donc, c'est à suivre déjà avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, on a 2 heures, sauf que pour le programme d'agent, vous allez voir le programme, on a concentré beaucoup de modules, tout simplement pour vous donner le maximum. Sinon, ce sont des modules même qui sont très, très détachés. Donc, en 2 heures déjà, faire la lutte contre l'incendie et le sécurisme, c'est très compliqué. Donc, on essaie vraiment de concentrer et puis, bon, espérant pouvoir aller. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, même si on n'arrive pas à faire le sécurisme, je mettrai déjà le cours à votre disposition avec toutes les vidéos qui accompagnent. Et pour la séance prochaine, on va rattraper comme cela. Sinon, c'est assez compliqué. Donc, très rapidement, je fais encore un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'à là. On parle de lutte contre l'incendie. Et la norme nous dit de ne jamais négliger un risque dont la probabilité d'occurrence est élevée et la gravité la gravité est élevée et la probabilité d'occurrence est faible. C'est le cas des incendies. En entreprise comme à la maison, l'incendie, ça n'arrive pas tout le temps. Sauf que quand ça arrive, les conséquences sont très, très élevées. Donc, la norme nous dit, pour pouvoir mieux encadrer déjà ce type de risque-là, il faut intégrer d'autres critères qui vont nous permettre déjà d'élargir nos paramètres dans notre prise de décision. C'est dans ce contexte-là qu'en entreprise, concernant les incendies, les risques liés aux incendies, on apporte déjà une certaine particularité dans nos prises de décision. Donc, naturellement, nous, on lutte contre les incendies, mais on se concentre beaucoup plus sur les débuts de feu. Et les débuts de feu, déjà, l'essentiel pour ce module, c'est de voir déjà qu'est-ce qu'on appelle un feu, comment le feu naît et quels sont les différents types de feux et comment déjà arriver à éteindre le feu par ces différentes composantes qu'on avait vu le triangle de feu. Ensuite, lorsqu'on n'arrive même pas maintenant à lutter efficacement contre les débuts de feu, lorsque ça devient un incendie, quels sont les éléments d'entreprise qu'on va mettre pour pouvoir lutter contre les incendies? Donc, voici un peu l'essentiel de ce module-là. Donc, pour vous, à la fin de ce module, c'est de vous poser la question, est-ce qu'au sortir de ce module-là, je suis capable de savoir déjà ce que c'est un feu? Quand on sait que le feu, déjà, c'est une combustion qui naît lorsque 3 composants sont réunis. Le combustible, ce qui brûle, le comburant, ce qui fait brûler, et l'énergie d'activation. Quels sont les différents types de feux, choses qu'on va voir. Ensuite, pour pouvoir lutter contre les feux, c'est à partir de la base déjà des triangles de feu et aussi à partir des types de feux. Donc, on va mettre en place des moyens d'extinction. Maintenant, lorsque le feu va dépasser déjà, par contre, on avait vu l'incendie déjà, c'est tout feu violent qui échappe sous nos contrôles à un temps donné, à une période donnée. Donc, lorsque le feu violent échappe sous nos contrôles et qui devient un incendie, l'entreprise, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir lutter efficacement? Donc,
Voici un peu un très bref résumé pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, le temps pour nous de pouvoir continuer. Donc, je rappelle que pour ce module, on va aller très rapidement. Le module le plus important vient devant. Donc, naturellement, déjà, lorsqu'on est en entreprise, s'il y a le feu, le plus important, quand on avait vu la combustion, lorsque la combustion est complète déjà, il y a le dégagement de CO2. Par contre, lorsqu'elle est incomplète, il y a le dégagement du monoxyde de carbone qui est très, très toxique. Donc, en entreprise, naturellement, qu'est-ce qu'on dit? S'il y a le feu et le dégagement de la fumée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se couvrir la bouche et il faut chercher l'air frais vers le bas parce que dans ce moment, l'air frais se trouve vers le bas parce que la combustion, le monoxyde de carbone ou encore le CO2 se retrouve plus dans l'air ambiant. Et plus on se rapproche même du lait qui foule déjà nos pieds, on a cette capacité-là déjà de respirer déjà, pour éviter déjà d'emmagasiner déjà le maximum de CO2 dans nos poumons. Et ce qui même peut nous exposer déjà à une certaine maladie ou mort subite. Donc, quelles sont les classes de feu déjà qu'on avait dit? Donc, on avait vu déjà pour parler de feu, il faut parler déjà du triangle de feu. Mais par contre, après, on arrive à comprendre qu'en fait, mais tiens, tout le feu qu'on voit est des classes de feu. Et quelles sont les différentes classes de feu là? Donc, naturellement, l'objectif, ce sera de connaître les classes de feu, chose qu'on va voir. Les classes de feu. Donc, il y a 4 classes de feu. Quand on va parler de façon conventionnelle, il faut savoir qu'il y a 4 classes de feu. Les feux de classe A, c'est-à-dire sont les feux de matériaux solides, ce sont les feux dits secs. Donc, le bois, le papier, les morceaux d'arbre, etc. Les feux de classe B, ce sont les feux d'hydrocarbures ou encore des feux de liquide. On va parler de liquide liquéfiable, tels que l'essence, le gasoil. Les feux de classe C, ce sont les feux donc, de combustible gazeux, tels que déjà le gaz butane qu'on utilise à la maison, d'autres types de gaz susceptibles déjà de produire déjà un début de feu. Et les feux de classe D sont les feux donc, de métaux. Donc, conventionnellement, quand on parle de classe de feu, on parle déjà de ces 4 classes. Sauf qu'après, on a 2 autres classes qui sont là. Pas qu'elles sont déclassifiées, mais aujourd'hui, on s'est beaucoup plus concentré déjà sur ces 4 classes-là. Donc, on va parler aussi des feux de classe E. E déjà qui est l'initiale de l'électricité. Donc, pour les feux électriques, il y a une certaine sensibilité déjà qui accompagne déjà l'extinction. Donc, on a aussi les feux de classe E, feux d'origine électrique. Et enfin, les feux de classe F, ce sont les feux du gras, les feux de cuisson dans la restauration ou même à la maison. Donc, on finit par comprendre qu'on n'éteint pas un feu parce qu'il faut l'éteindre. Mais c'est en fonction déjà du type de feu qu'on arrive déjà à pouvoir éteindre efficacement le feu. Parce que si on utilise un moyen pour pouvoir éteindre un feu de classe A et qu'on l'utilise aussi pour pouvoir éteindre un feu de classe F, par exemple, au lieu d'éteindre le feu, on va entraîner quoi? Sa propagation, son intensification. Donc, c'est très important pour nous déjà de connaître les différentes classes de feu. Donc, on avait dit, s'il y a feu, c'est qu'il y a triangle de feu. Le triangle de feu, c'est le combustible, ce qui brûle le comburant, ce qui fait brûler et l'énergie d'activation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu qu'en fait, pour pouvoir éteindre le feu, nous, on doit travailler à ce que les 3 composantes là ne soient pas réunies. C'est-à-dire, dans un certain cas, soit on coupe le combustible, si on a coupé le combustible, le feu va s'éteindre. Soit on coupe le comburant, soit le feu va s'éteindre. Ou soit encore, on fait qu'on coupe l'énergie d'activation. Sauf que quand l'énergie d'activation est activée, on ne peut plus revenir en arrière. Par contre, les 2 autres, souvent, c'est un peu compliqué. Donc, on crée ce qu'on appelle l'extinction à travers des instincteurs. Des instincteurs qui vont agir par 2 éléments, c'est-à-dire par refroidissement ou encore par étouffement. Par refroidissement, déjà, ils vont venir déjà refroidir déjà le combustible. C'est-à-dire, vous allez voir quand vous allez appeler déjà des pompiers, quand ils viennent, c'est l'eau naturellement qui vont. Ils vont refroidir déjà. Plus on refroidit, plus le feu s'éteint. Le combustible, quand il est retiré du triangle de feu, ça reste le comburant qui est contenu dans l'air et l'énergie d'activation déjà qui est en un seul sens. Ensuite, si on ne peut pas le refroidir, qu'est-ce qu'on fait déjà? On va étouffer. Étouffer, là, on vient agir quoi sur le comburant? On vient étouffer le comburant. Si on étouffe le comburant, naturellement, déjà, on arrive déjà à pouvoir éteindre. Par contre, la source d'activation, souvent, c'est irréversible. Une fois que tu as allumé un briquet, tu peux revenir en arrière. Donc, voici pourquoi on met en place déjà des extincteurs. Donc, l'extincteur, naturellement, ça sera quoi? Un appareil contenant un agent extincteur. Ce qui fait l'extincteur, il y a cette boîte-là déjà qu'on voit. Bon, pour ceux qui sont en ligne, peut-être vont se contenter déjà de l'aspect visuel. L'autre module déjà va rentrer beaucoup plus dans les spécificités. Mais pour Madame Digma, qui a la chance
je répète, la chance encore d'être en présentiel, on a un instincteur où on pourra faire une démonstration ici. Et donc l'instincteur, ce qui fait l'instincteur, c'est le contenu, l'agent instincteur qui est à l'intérieur. Et on va voir que chaque instincteur a sa particularité. C'est en fonction des différents types de feux qu'on a créé un instincteur. Donc, naturellement, un instincteur, c'est un appareil contenant un agent instincteur qui peut projeter ou diriger sur un feu une action par une pression interne, donc soit par pression permanente ou par pression non auxiliaire. Donc, le contenu qui est l'agent instincteur, ça, ce sont les choses déjà qu'on va revenir par rapport à la maintenance. Donc, on a différents types d'agents instincteurs. On a l'agent instincteur qui peut être constitué d'eau au principal, de la peau, de la neige ou encore de la mousse. Donc, c'est en fonction de chaque type de feu qu'on essaie d'adapter maintenant quoi, l'agent instincteur. On va utiliser l'eau, par exemple, pour un type de feu, la mousse pour un type de feu, le CO2 pour un type de feu. Donc, ici, au sortir de ce module, on arrive à comprendre qu'on n'éteint pas un feu parce qu'il faut l'éteindre. On l'éteint en fonction de son type qu'il est et en fonction maintenant déjà de l'agent instincteur déjà que l'instincteur. Donc, on revient maintenant sur l'essentiel aussi qu'on va avancer très, très rapidement pour terminer déjà notre cours sur la lutte contre l'incendie. Il est déjà 34. Je pense que quand même avec le temps, on pourra être vraiment dans le temps. Est-ce qu'avant ça, est-ce qu'il y a des questions avant de commencer maintenant là, les profondeurs? On a dit quoi? Est-ce qu'il y a une question? Pour ceux aussi qui sont en ligne, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne continue? On est dans le temps, je rappelle. Allez-y, monsieur Mahamadi. Donc, c'est moi, pour moi, c'est une question. Je voulais savoir si le mixeur, on peut utiliser le mixeur pour éteindre comment dire, les feux de bois ou bien le mixeur pour utiliser ça avec les gros incendies sur les mains. Est-ce qu'on peut utiliser quoi? Le mixeur. Le mixeur. Oui, oui, le mixeur. Est-ce que monsieur Mahamadi peut on a du mal à entendre. Le mixeur, quand vous parlez de mixeur, vous faites allusion à quoi? Quand je parle de le mixeur, c'est un produit liquide qu'on mélange avec de l'eau pour pouvoir éteindre les grands feux. Souvent, s'il y a atterrissage comme ça, au niveau avec les hélicos, on connecte ça avec la conduite d'eau, les poteaux descendus pour pouvoir, en cas d'incident seulement, qu'on combatte avec le feu directement. Je ne sais pas si ça on peut utiliser pour éteindre avec les simples feux, les feux de bois et consorts. Vous parlez de mixeur, c'est ça, mixeur M-I-X-E-U-R, si je ne me trompe pas. Oui, oui. OK. D'accord. Donc, déjà, c'est ce qu'on avait expliqué précédemment. Pour éteindre le feu, on éteint le feu déjà par deux principes, par étouffement ou par refroidissement. Donc, vous allez voir même par la suite que, même souvent à la maison, lorsqu'on a un feu, quand on arrive après un torchon, déjà pour pouvoir étouffer le feu, tant qu'on arrive déjà à pouvoir l'étouffer, c'est un moyen d'extinction. Sauf que il y a des moyens beaucoup plus conventionnels qu'on utilise pour éviter même que l'homme même ne soit exposé déjà même au risque. Sinon, tout moyen qui permet déjà d'éteindre un feu, c'est la bienvenue. Vous allez voir dans d'autres cas, on va utiliser le sable. Le sable déjà qui va venir aussi étouffer le feu. Maintenant, est-ce que la question qu'on va se poser, quand on, le principe de la prévention nous dit de remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux, est-ce qu'après ça, est-ce qu'on peut récupérer le matériel? Vous avez un début de feu dans le coffre de votre véhicule, vous utilisez déjà le sable, tout et tout. Est-ce qu'après, vous pouvez récupérer le véhicule? C'est ça la question. Sinon, on peut quand même l'éteindre. Pour quelqu'un déjà qui passe, j'avais déjà vu dans une vidéo, les vidangeurs qui passaient et un véhicule déjà était dans un plein début de feu. Donc, les vidangeurs ont trouvé une solution. Ils ont vidangé tout le, tout le contenu sur le véhicule. Donc, si ça éteint le feu, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut aussi récupérer aussi
le véhicule. C'est là la question. Donc, nous, déjà, on travaille déjà à être à la fois efficace et efficient. Donc, naturellement, tout produit qui permet déjà de neutraliser un feu peut être un moyen d'extinction. Maintenant, est-ce que derrière déjà le côté efficience, parce que l'objectif sera atteint, mais les ressources qu'on va utiliser pour atteindre l'objectif, là, est-ce que ça nous est profitable? C'est ça la question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, est-ce que M. Mahamadi est satisfait? Oh, oui, en fait, je suis parfaitement satisfait. Que le mixeur, là, c'est souvent, c'est les sapeurs qui nous donnent On a du mal à ça entendre M. Mahamadi. pour, en cas de feu, seulement en cas d'incendie, qu'on mélange avec C'est ça. de l'eau, avec une grande, ce soit comme de la mousse. Donc, c'est là que je C'est voulais ça. savoir seulement. Sinon, c'est bon. C'est ça. Merci, M. Mahamadi. Donc, sauf qu'on va voir au niveau des agents extincteurs, c'est ce que tout le monde utilise. Il y a l'eau qui est là, mais il peut y avoir de l'eau plus l'additif. Donc, l'additif, en ce moment aussi, peut être le mixeur, peut être tout autre produit encore qui puisse venir neutraliser directement un feu qui est beaucoup plus spécifique. Donc, vous allez voir souvent, lorsqu'on appelle une entreprise déjà pour la confection déjà des extincteurs, quand ils viendront déjà faire la cartographie déjà des risques de feu, ils verront que, attention, ce type de feu-là, l'eau seule ne suffit pas. On va ajouter déjà d'autres additifs qui puissent beaucoup plus neutraliser, mais toujours en passant par les deux éléments, soit par refroidissement ou soit déjà par étouffement. On a d'autres critères aussi d'appréciation aussi qui peuvent rentrer. À côté de ça, est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, on pourra continuer. Non, pas un moyen dans son ensemble, mais un additif. Voilà, on va ajouter un additif. Vous allez prendre, vous allez prendre l'eau, par exemple, pour des feux de cuisson. Plus vous utilisez déjà l'eau. Si, par exemple, vous êtes en train de cuisiner, je rappelle que Mme Minougo a posé une question, comment est-ce que le mixeur peut être utilisé déjà comme un agent extincteur? Voilà, donc c'est à cette question déjà que je réponds pour dire tout simplement qu'il n'est pas utilisé déjà comme un agent extincteur, mais plutôt comme un additif pour renforcer même l'agent extincteur peut-être qui est l'eau. Donc, vous allez voir qu'à la maison, par exemple, si vous êtes en train de cuisiner et que la casserole prend feu, si vous rajoutez déjà de l'eau pour éteindre ce feu-là, au lieu déjà d'éteindre le feu, vous êtes en train d'intensifier déjà le feu. Tout simplement parce que quand on prend la molécule, lorsqu'elle va se décomposer, on aura le dioxygène et l'oxygène. Donc, vous allez voir que l'oxygène déjà qui représente le comburant, il va venir intensifier déjà. Raison pour laquelle, pour éviter ça, on ajoute d'autres additifs pour pouvoir les neutraliser, pour pouvoir plus renforcer même l'efficacité même de l'eau. Donc, c'est un peu ça. Donc, naturellement, on avait vu déjà que pour parler de feu, il faut que le triangle de feu soit réuni. Le combustible, c'est qui brûle, le comburant, c'est qui fait brûler, et l'énergie donc d'activation. Donc, pour le cas, par exemple, lorsqu'on utilise une bouteille de gaz à la maison, naturellement, pour éviter déjà que les trois composants d'un triangle de feu, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper à la source, couper la bouteille. Une fois qu'on coupe la bouteille, on a supprimé déjà le combustible. Si on a supprimé le combustible, si on a supprimé déjà la source, naturellement, le feu va s'éteindre. Dans d'autres cas, lorsqu'on a des morceaux de bois, par exemple, qui brûlent, dans ce cas, si on supprime l'énergie d'activation, dans ce cas, l'énergie d'activation, déjà, il est réversible, il n'est pas irréversible. Donc, naturellement, on arrive aussi à supprimer déjà la source d'énergie. Dans d'autres cas, à la maison, par exemple, face à ce type de feu, qui est un feu qui est dit gras, vous allez voir que si on arrive à couper le comburant, c'est-à-dire en n'utilisant pas l'eau simplement pour éteindre le feu, mais si on utilise par exemple le couvercle même de la marmite, naturellement on arrive à couper déjà l'apport d'oxygène. Naturellement, donc le feu s'éteint. Donc pour parler déjà de feu, il faut que les trois composantes soient réunies. Et pour éviter déjà l'apparition du feu, il faut casser simplement une chaîne de ces trois composants. Donc, on a M. HP aussi qui est en ligne. Merci aussi de vous présenter. Sinon, bonsoir à vous. Donc, naturellement, on avait dit que donc, pour pouvoir lutter efficacement contre les feux,
il faut déjà mettre en place un moyen d'extinction qui va casser déjà une chaîne du triangle de feu. Parce que pour qu'il y ait feu, il faut que ces trois composantes déjà soient réunies. Donc, ce qui fait l'extincteur, je rappelle que l'extincteur, c'est cette bouteille-là qu'on arrive à voir dans tous les services, ou même à la maison, ou même dans les véhicules. Il contient ce qu'on appelle un agent extincteur. Mais les agents extincteurs répondent aux différents types ou classes de feu qu'on avait vu précédemment. On avait dit que conventionnellement parlant, il y a 4 classes de feux, c'est-à-dire les feux de classe A, les feux de matériaux solides, les feux de classe B, les feux donc quoi, de liquide, liquéfiables tels que l'essence, le gasoil, etc. Les feux de classe C, les feux donc des gaz, et enfin les feux de classe des métaux. Ensuite, on a 2 classes qui ne s'ajoutent pas simplement à ce que, quand on va parler de conventionnellement, mais qui sont toujours intégrés, tels que les feux de classe E électrique et les feux de classe F, qui sont les feux d'Igral, les feux de cuisson. Donc, c'est ces classes-là déjà que va répondre le principe d'agent extincteur. Donc, les agents extincteurs, c'est ce qui est contenu déjà dans la bouteille donc, de l'extincteur. Donc, vous allez finir par comprendre que quand on prend un extincteur, ce qui fait la particularité de l'extincteur, c'est le contenu. Maintenant, le contenu sera beaucoup plus efficace lorsqu'il arrive à répondre déjà au type de feu, sinon il ne sera pas beaucoup plus efficace. Donc, on avait aussi rappelé aussi que l'agent extincteur, quel qu'en soit ce qu'il est, agit par des principes soit par refroidissement, soit par étouffement. Donc, lorsque l'agent extincteur est constitué donc d'eau, lui, il va agir naturellement par refroidissement. Et lorsque on verra que simplement, l'eau simplement ne peut pas éteindre notre type de feu, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un additif. Et l'additif déjà peut être proposé déjà par la structure déjà qui gère déjà tout ce qui est comme, comment je vais dire ça, disponibiliser, mais qui arrive à disponibiliser par contre les extincteurs par exemple. Ce sont eux qui verront déjà quels sont les produits qu'on peut utiliser comme additifs pour pouvoir lutter même efficacement contre le type de feu ciblé. Donc, à défaut d'agir par refroidissement, on va ajouter même l'étouffement à travers donc l'additif. Et c'est dans ce cas maintenant que joue le rôle, par exemple, du mixeur dont M. Mahamadi parlait. Donc, dans d'autres cas, si on utilise le CO2, lui, il va agir déjà par étouffement. La poudre aussi va agir par étouffement. La mousse, étouffement et par refroidissement. Et d'autres gaz donc inertes. Donc, ce qui fait l'extincteur, c'est son contenu donc, qui est l'agent extincteur. Et donc, par rapport aux classes de feu, il y a les extincteurs aussi qui sont habilités ou encore adaptés déjà pour lutter efficacement contre les différentes classes de feu. Mais aujourd'hui, vous allez voir que déjà que le premier rôle du HSE, c'est d'arriver déjà à identifier les dangers et risques associés. Donc, on fera déjà la cartographie des types de feux sur notre site. On va aller dans chaque poste de travail. On verra déjà quel outil ils travaillent et quelles sont les classes de feux qui peuvent découler déjà de leurs activités. Quelqu'un qui est dans le bureau, naturellement, les classes de feux qui peuvent, c'est ça sera les feux de classe A. Parce que ce sont les feux donc, de matériaux solides tels que le papier qui peut prendre feu. Donc, on va voir dans les bureaux quels sont les types d'extincteurs qu'on pourra mettre. Donc, soit on va mettre un extincteur de classe A, de classe B ou encore de classe C. Donc, vous allez voir que c'est cette cartographie-là que le HSE a amené à faire. On va aller dans des environnements, si on a des systèmes de gasoil ou d'essence, attention, ça, ce sont les liquides liquéfiables. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer des extincteurs qui arrivent vraiment à lutter contre ce type de feu-là. Et donc, on va passer dans chaque zone pour pouvoir faire cette cartographie et adapter l'extincteur au risque ou encore à la classe de feu susceptible d'apparaître. Donc, voici un peu le travail qu'on arrive à faire. Sauf que maintenant, aujourd'hui, en entreprise, on travaille toujours pour adapter déjà le travail à l'homme. Donc, vous allez voir maintenant, on va plus se fatiguer parce qu'après, on a compris que si on prend par exemple un extincteur de classe A, on le dépose, l'autre extincteur de classe B, l'autre extincteur de classe C, vous allez voir que par la suite, que pour pouvoir lutter contre le feu, si on utilise un extincteur, que ce soit de 3 kg, de 6 kg, de 12 kg ou même plus, si on arrive à épuiser le contenu et qu'on n'arrive pas à éteindre le feu, la personne ou l'agent est obligé d'aller chercher encore un autre extincteur. Donc, plus il va chercher l'extincteur et le feu continue de reprendre. Donc, ça signifie que s'il n'a pas le même extincteur à proximité, le feu va prendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a créé ce qu'on appelle l'extincteur polyvalent. Il lutte au moins contre la plupart des 4 types de feux ou 3 types de feux. Donc, vous allez voir que la plupart des extincteurs qu'on va utiliser en entreprise, ce sera des extincteurs polyvalents. Et qui seront maintenant soit à 1,5 ou à 15 mètres de proximité.
Pour que même si on utilise tel instincteur pour lutter contre un feu qu'on n'arrive pas, dès que c'est fini, on peut prendre l'autre instincteur sachant qu'il arrive à lutter contre tout type de feu présent donc, sur le site. Question, sinon on pourra avancer. Donc, naturellement, l'instincteur, c'est ce qu'on avait dit, c'est un appareil permettant de projeter, de diriger donc sur un foyer un agent instincteur. Donc, et on avait vu déjà les différents types d'agents instincteurs. Mais en entreprise, il y a différents types d'instincteurs. Donc, il y a les instincteurs déjà sur roue, qui sont beaucoup plus volumineux, qui interviennent beaucoup plus en renfort et en fonction déjà de l'équipement qu'on a. On verra que déjà, soit le 9 kg, le 12 kg ou encore même le 6 kg n'arrive pas à faire. Donc, on les met aussi en proximité pour pouvoir renforcer notre lutte déjà contre les débuts de feu. Ensuite, déjà, on peut créer aussi des instincteurs automatiques. Généralement, ce sont des installations déjà avec des très grandes bouteilles déjà qu'on fait et avec des conduits qui vont alimenter les zones sensibles pour que dès qu'il y a un début de feu déjà, naturellement, l'effet de chaleur déjà puisse entraîner l'instincteur même automatisé déjà à commencer à pouvoir répondre. Donc, il va projeter déjà son contenu qui est l'agent instincteur et sans même enclencher un bouton, naturellement, déjà, le feu commence à s'éteindre. Donc, vous allez voir, ça, c'est pour des endroits très, très sensibles. Même aujourd'hui, les restaurants, beaucoup ont commencé à comprendre que c'est vraiment. Donc, il y a des instincteurs aussi portatifs en fonction déjà du type de certains travaux spécifiques déjà, des travaux à chaud, espace confiné déjà, où on a la présence, ou encore on peut avoir déjà un début de feu déjà très probable. Naturellement, on peut avoir aussi un instincteur aussi portatif. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Questions pour ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Minogu, Monsieur Mamadi, Monsieur Kwasi. C'est bon pour moi. Monsieur Mamadi, est-ce qu'il y a des questions? Non, oui, quant à moi, c'est bon. HP, est-ce que c'est Monsieur Kwasi? Sinon, merci de vous présenter. Est-ce que HP nous reçoit? Sinon, on pourra continuer. Donc, par rapport déjà aux instincteurs, sachez qu'il y a deux types d'instincteurs. On a l'instincteur à pression permanente et l'instincteur à pression auxiliaire. Nous, notre rôle, ce n'est pas de fabriquer l'instincteur. Le rôle du HSE n'est pas de fabriquer l'instincteur. Le rôle du HSE n'est pas de mettre l'agent instincteur à l'intérieur. Le rôle du HSE, déjà, ça sera de faire la cartographie des types de feux en fonction déjà des zones. Pour montrer qu'attention ici, on peut avoir les classes A, classe B, classe C. Maintenant, quels sont les instincteurs que moi je vais recommander pour pouvoir lutter efficacement lorsque ces feux-là vont apparaître? C'est ça le rôle du HSE. Son deuxième rôle, déjà, c'est d'inspecter les différents instincteurs. Parce qu'un instincteur peut être là. Mais si un feu arrive que l'instincteur-là ne nous est pas utile, ça ne nous sert pas. Parce qu'au moment où vous voulez utiliser l'instincteur, par exemple, l'instincteur déjà ne marche pas. C'est qu'il y a un problème. C'est dans ce sens-là que nous intervenons dans le cadre de la prévention. Donc, notre rôle déjà, c'est de maîtriser les instincteurs, savoir les utiliser. Quels sont les éléments qu'on doit inspecter déjà sur un instincteur? Et quels sont les plans déjà de suivi qu'on va mettre en place sur nos différents sites pour que l'instincteur soit visible, pour que l'instincteur déjà soit exempté déjà de tout ce qui est comme impossibilité déjà dans la manipulation, mais pour que déjà on puisse l'utiliser convenablement au moment opportun. Donc, on a deux types d'instincteurs. On a l'instincteur à pression permanente. Donc, l'agent instincteur ici est permanemment poussé, l'instincteur à pression permanente. Donc, quand on prend un agent à pression permanente, qu'est-ce qu'on va observer là-dessus déjà? On va observer ce qu'on appelle le manomètre. Le manomètre, déjà, c'est ce petit voyant-là. Pour ceux qui voient déjà la souris, voilà le moniteur de la souris. Et ce petit voyant qu'on appelle le manomètre, c'est celui-là qui va nous donner une information qui est très, très importante pour nous HSE. Il va te dire, est-ce que l'instincteur est à pression permanente ou plutôt, est-ce que l'instincteur, plutôt, sa pression est normale, on peut l'utiliser? Est-ce qu'il est sous pression ou est-ce qu'il est sous pression? Maintenant, quelle interprétation on doit en faire? C'est là la question. Ensuite, on verra aussi que l'un des éléments dans le conduit, qui est un 5, le 5, on nous parle déjà du 5, qui permet que le conduit par lequel déjà le contenu de l'agent instincteur déjà sera propulsé. Ensuite, on a la goupille même de sécurité déjà qui est déjà là au point 4.
On parle déjà du contrôleur du débit, en fait. Mais après ça, on a aussi le gaz sous pression déjà qui est à l'intérieur du tuyau déjà qui permet de relever. Et enfin, comment maintenant on va utiliser l'extincteur naturellement, on doit dégoupiller, percuter, essayer l'extincteur et contrôler donc le débit. Donc, je rappelle toujours qu'on a deux extincteurs. Ça, c'est un extincteur à pression permanente qui est toujours sous pression. Mais nous, en tant qu'HSE, on va mettre un plan de suivi. C'est-à-dire chaque mois, chaque semaine, si on veut, ou encore chaque 3 mois, on va venir inspecter nos extincteurs pour voir, attention, l'aiguille du manomètre, là, quelle information déjà il me donne? Est-ce que l'extincteur est sous pression, c'est-à-dire que peut-être le contenu s'est solidifié. Généralement, quand c'est la poudre déjà va se durcir. En ce moment, vous allez voir que sur le manomètre, l'aiguille va descendre, il est sous pression. Ou encore, quelqu'un a utilisé, naturellement, la pression va diminuer. Ensuite, s'il est sous pression, vous allez voir que ça va dépasser le voyant vert. Là, il est sous pression. Ça signifie que si vous l'utilisez, ça peut s'exploser parce que c'est une bouteille. Donc, la meilleure indication possible déjà, c'est lorsque l'aiguille du manomètre est sur le voyant vert du milieu. Question. Sinon, pour l'inspecteur, On ne vous entend pas. je suis actuellement sur l'inspecteur. Donc, je reviens dans moins de temps déjà pour ceux qui sont pour l'inspecteur. Vous aurez déjà une vidéo aussi pour vous. Donc, vous avez ici la bouteille de débit. Déjà, vous avez le contrôleur de débit. C'est déjà pour moi. Ça, c'est la bouteille déjà. Et là, c'est le manomètre. Vous voyez le manomètre ici, on a la On vous entend faiblement. vous voyez que ici, l'aiguille et le voyant vert. Mais lorsque l'aiguille se trouve ici, ça signifie lorsqu'il est ici, ça signifie qu'il est lorsqu'on utilise. Donc, je rappelle qu'on faisait une démonstration pratique avec Madame Chikma en présentiel. C'est la raison pour laquelle vous ne m'entendez pas. Donc, on va revenir très rapidement. Donc, nous sommes maintenant déjà sur l'extincteur à pression auxiliaire. Donc, pour l'extincteur à pression permanente, ce qui fait la différence entre l'extincteur à pression auxiliaire et l'extincteur à pression permanente, c'est le manomètre. Vous allez voir que sur l'extincteur à pression permanente, on a le manomètre. Le manomètre, on a des codes de couleur, le rouge par la gauche, le rouge par la droite, le voyant vert au milieu. Donc, lorsque l'aiguille se trouve dans le voyant vert, on a pression normale, ça signifie que l'extincteur peut être utilisé convenablement. Lorsque l'aiguille est dans le voyant rouge de la droite, c'est-à-dire après le vert, ça signifie que l'extincteur est sous pression. Ça signifie que lorsqu'on l'utilise, il peut exploser à tout moment. Maintenant, lorsqu'il est dans le voyant vert à gauche du vert, dans le voyant rouge à gauche du vert, ça signifie qu'il est sous pression. Et beaucoup déjà d'interprétations peuvent sortir déjà de ce voyant rouge là. Ça signifie que peut-être on l'a déjà utilisé, le contenu est vide, ou encore si c'est le cas d'une poudre, par exemple, il s'est solidifié. Par contre, pour l'extincteur à pression auxiliaire, on n'a pas de manomètre. On a naturellement les tout autres éléments. Vous allez voir, il n'y a pas de manomètre. Lui, ce qui fait la particularité, c'est que lui, pour pouvoir l'utiliser, l'autre, il est déjà sous pression, mais lui, il n'est pas sous pression. Lui, déjà, il faut déjà le percuter pour qu'il soit déjà sous pression. Sinon, sans ça, on ne peut pas déjà l'utiliser. Raison pour laquelle on parle de pression auxiliaire. Lui, ce qui fait sa particularité, c'est le sparklet. Le sparklet, déjà en deux, qui est là, qui permet déjà de propulser l'agent extincteur déjà vers le tuyau. Et ici, déjà, lui, on ne peut pas utiliser le contrôleur de débit. Le contrôleur de débit ici, on ne peut pas l'utiliser. C'est celui-là qu'on va utiliser pour percuter, pour le mettre déjà sous pression. Ensuite, le 7, qui est le contrôleur du débit, c'est là qu'on va contrôler maintenant le débit. Donc, le principe d'utilisation déjà de l'extincteur, c'est la même chose. Il faut retirer la goupille de sécurité. Ensuite, viser la source rend même le feu.
et percuter en toute sécurité. Maintenant, lorsqu'on percute, il faut se mettre à dos le vent pour que déjà le vent même puisse utiliser l'agent instincteur pour nous aider. Et ensuite, il faut viser donc la source et à la distance d'attaque maintenant qu'il faut respecter. Donc, est-ce que vous avez compris la différence entre les deux types d'instincteurs, l'instincteur à pression permanente et l'instincteur à pression auxiliaire? Pour ceux qui sont en ligne, est-ce que ceux qui sont en ligne nous reçoivent? Oui, Est-ce qu'on peut continuer? oui, on peut continuer. Donc, la différence entre les deux types d'instincteurs, c'est que là, en pression permanente, il est toujours en pression. Lui, on ne doit pas le mettre déjà sur pression pour pouvoir l'utiliser. On a le manomètre qui est là. Par contre, l'instincteur à pression auxiliaire, lui, on doit le mettre déjà sous pression. Il faut développer, il faut percuter d'abord avant déjà de pouvoir l'utiliser. Ensuite, lui, on a le sparkler déjà qui est là aussi qui fait la différence. Lui, ce n'est pas aussi un troisième modèle, sauf que lui, c'est un instincteur à pression permanente, mais sauf qu'on a la présence d'un tromblon qui est là. Et lui, généralement, on l'utilise déjà pour les armoiries électriques, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un environnement où on a des salles électriques. Pour les grandes industries, c'est obligé déjà d'avoir une salle électrique pour pouvoir commander déjà tout le circuit électrique. Donc, généralement, la plupart des instincteurs que vous allez voir, c'est cet instincteur-là qu'on va utiliser à CO2 avec un tromblon. Donc, dans la manipulation, naturellement, il faut former les gens à ne pas que pendant l'utilisation, le tromblon les touche. Parce qu'ils seront brûlés d'un fois de moins 70 degrés. Sinon, il fait partie aussi des instincteurs à pression permanente. Sauf qu'on a la présence simplement d'un tromblon pour pouvoir mieux concentrer déjà le flux de CO2 déjà qui est projeté. Alors, l'autre information importante, pas que c'est un truc, mais ce qu'on doit maîtriser déjà, c'est que c'est le marquage qui est sur l'instincteur. Parce que ça nous permet déjà de savoir, attention, j'ai quelle quantité d'instincteur qui est présent. Ici, on a un instincteur déjà de 9 kg. Sa spécificité, déjà, c'est un instincteur à poudre. Donc, on nous dit déjà que, attention, c'est un instincteur de 9 kg ou de 9 litres, mais l'agent instincteur qu'on a déjà, c'est une poudre. Maintenant, ABC, ça permet de lutter contre les feux de classe A, les feux de classe B et les feux de classe C. Donc, ça signifie que ça peut lutter contre 9 kg de feux de classe A, 9 kg de feux de classe B ou 9 kg de feux de classe C. Mais si vous regardez la spécificité, ici, ça nous montre que ça permet plutôt de... On met les quantités, en fait. Le contenu de l'agent instincteur même qui est là, ça fait 9 kg. Quand vous allez soulever la bouteille, le contenu, simplement, ça fait 9 kg. Si c'est de l'eau, ça fait quoi? 9 litres. C'est l'équivalent, soit kilo ou en litres. Maintenant, les quantités, plutôt, ça nous montre les quantités des différentes classes que ça peut lutter. Ici, par exemple, on voit que le 9 kg peut lutter contre quoi? 55 kg ou 55 litres, soit pour un feu de classe A, si c'est le bois, ou encore 233 litres pour un feu de classe B et pour un feu de classe C, les feux de métaux qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc, voici l'interprétation qu'on doit comprendre. Ici, les feux de classe, ce sont des modèles. Les mots d'utilisation, généralement, c'est écrit en anglais. Précaution aussi d'utilisation, aussi, c'est là. La notice pour le fabricant et le nom du fabricant et l'entreprise même qui fait quoi? Le suivi, la maintenance. Ils vont coller une étiquette pour montrer que c'est à chaque 6 mois qu'ils viennent faire la maintenance. Donc, voici un peu l'information qu'on doit maîtriser déjà sur le marquage d'un instincteur. Le nom de l'agent instincteur, la quantité même de l'instincteur, soit c'est un 3 kg, 6 kg, le 9 kg, le 12 kg, le 15 kg ou même plus. Les quantités et la spécificité déjà des classes de feu qu'il est habilité déjà à pouvoir éteindre. L'estampille, c'est quelque chose bon, qui peut nous être utile ou non. C'est souvent, dans d'autres cas, c'est homologué ou pas homologué. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, comment on doit utiliser l'extincteur? Il faut dégoupiller tout simplement. Il faut retirer le scellé. Une fois qu'on a retiré le scellé, pour l'extincteur à pression, ici, ça c'est quel type d'extincteur d'après vous? Pour ceux qui sont en ligne, c'est quel type d'extincteur ici qu'on a ici?
On fait cas à quel type d'instincteur? Minungu, sinon, Monsieur Mamati, ou encore HPC, vous nous recevez. Est-ce que ceux qui sont en ligne nous reçoivent? Oui, je viens de recevoir la question. Je n'ai pas bien compris la question. Sur cette photo qu'on voit ici, ça fait allusion à quel type d'instincteur? On peut dire que c'est l'extincteur à pression plutôt. L'extincteur à pression. Il n'a pas de manomètre. À quelle pression? Donc ici, on n'a pas de manomètre. Donc naturellement, ça sera l'extincteur à pression auxiliaire. Donc vous allez voir que dès qu'il a dégoupillé ici par le haut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a percuté par le bas. Ensuite, l'extincteur va revenir déjà sous la pression. Ensuite, il pourra maintenant contrôler le débit par là pour pouvoir propulser l'agent extincteur. Donc, quand on utilise l'extincteur, le plus important, c'est de lire le manomètre dans d'autres cas. Parce que l'extincteur aussi, au lieu qu'on puisse l'utiliser aussi pour pouvoir lutter contre un début de feu, il peut aussi nous exposer. C'est des choses déjà qu'on pourra voir. Donc, on a Minungu qui est revenu. On va voir déjà sur cette vidéo-là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on doit travailler à éviter ça sur nos sites. Parce que l'instincteur, on n'utilise pas. Vous allez rentrer dans une entreprise, l'instincteur accroché, ça fait 10 ans. On n'a pas inspecté parce qu'on ne l'utilise pas tout le temps. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place déjà un suivi à travers une checklist où chaque 3 mois, on va venir inspecter avant que chaque 6 mois, le maintenancier lui-même, il vienne charger les instincteurs que nous, on va décider qu'attention, ces instincteurs-là ne sont plus conformes. On va venir regarder le tuyau, est-ce qu'il est bouché? On va voir est-ce que le scellé il est toujours là. On va regarder déjà est-ce que la copie de sécurité est en bon état. Est-ce que le manomètre nous dit que l'extincteur est sous pression ou encore il est sous pression? En fonction de ces éléments-là, soit on va classer ou déclasser maintenant ces instincteurs-là. Donc, naturellement, déjà, il faut respecter déjà le cours d'essai. Donc, dès qu'on découpe, il faut essayer à côté et il faut se mettre à dos le vent pour propulser déjà le contenu déjà. Donc, le plus important, c'est de respecter ce qu'on appelle les distances d'attaque de feu. Et on va voir que les distances d'attaque de feu sont beaucoup plus spécifiques à l'agent extincteur. Vous allez voir qu'il y a des agents extincteurs qui sont beaucoup plus adaptés à différents types de feux. Vous allez voir directement, lorsqu'on utilise l'eau qui est pulvérisée, notre distance entre celui qui utilise l'extincteur et le feu, c'est de 3 à 2 mètres. 3 à 2 mètres, ça signifie qu'il est beaucoup plus exposé aussi à la chaleur. Raison pour laquelle même quand les pompiers arrivent, ils ont des combinaisons adaptées face à la chaleur déjà qu'ils procurent déjà le feu. Et on sait que l'agent extincteur va répondre par les mêmes principes, par refroidissement. Et lorsque c'est l'eau plus additive, vous allez voir que lorsque c'est l'eau plus additive, on a une distance d'attaque de combien? De 4 à 3 mètres. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus même éloigné du feu. Pour montrer que l'additif est un élément beaucoup plus spécifique qui vient renforcer, amplifier même notre lutte même contre le feu. Par contre, lorsque par exemple c'est la poudre, on a une distance aussi d'attaque de combien? 4 mètres à 3 mètres. Donc on est beaucoup plus éloigné. Et si on a dos le vent, le travail il est bien fait.
Et enfin, lorsque c'est le CO2, on a une distance d'attaque de 1 mètre. Montrer que le CO2 aussi, pas qu'il est inefficace, mais quand même, vous voyez qu'à 1 mètre du feu, si c'est en une certaine quantité, quand même, on est beaucoup plus exposé. Donc, lui aussi, il est beaucoup plus spécifique et il permet aussi de récupérer déjà le matériel même après. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup plus pour les branchements électriques, pour les feux de classe A. Et comment attaquer le feu? Il faut... Excusez-moi, j'ai une question. Allez-y. Pour éteindre le feu, là, je pensais qu'il fallait prendre la flamme Ara. Maintenant, Oui. sur les images que vous avez montrées là, Mm. c'est plus en haut, sur le côté qu'ils le font. Ok, déjà ici, c'est une image pour illustrer déjà la distance d'attaque. Donc, il n'y avait Mhm, pas forcément déjà une meilleure photo pour mieux illustrer ça. d'accord. Donc, sinon, on vise déjà le feu déjà par sa source, donc à ras le sol. Vous allez voir ici, D'accord. par exemple, on dit quoi? Attaquer la base, la partie basse, alimentée Mhm, par l'écoulement, son extinction réalisée, remonter maintenant vers la source de la fuite. d'accord. Donc, plus c'est le bas même qui définit déjà la source, et mieux déjà on éteint. Parce que le principe de la prévention, c'est nous dit déjà de faire quoi? D'aller à la source même du risque. Plus on éteint à la Mhm, source, naturellement le feu s'éteint. Si on a un feu de cuisson à la maison, si on coupe la bouteille de gaz, naturellement le feu, la source d'alimentation est coupée, naturellement le feu va s'éteindre. d'accord. Donc ici, on arrive à voir que la durée minimale même de fonctionnement, on avait vu les extincteurs déjà sont soit par kilo ou par litre. Vous allez voir aussi que ici, par exemple, en fonction du kilo, il y a la durée minimale pour pouvoir épuiser le contenu. Donc, pour un extincteur inférieur ou égal à 3 kg, on a 6 secondes minimum pour pouvoir épuiser le contenu de l'agent extincteur. Ça signifie que si on n'a pas visé la source, le feu là même ne va pas s'éteindre, mais l'extincteur même sera épuisé. Et s'il est épuisé, si on va aller chercher d'autres extincteurs, vous allez voir que le feu va se transformer en un incendie. Raison pour laquelle nous, on doit accentuer déjà notre formation déjà sur comment même utiliser l'extincteur. Comment travailler à ce que l'accessibilité même de l'extincteur même ne soit pas, soit plutôt dégagée. Comment entraîner la réactivité même de nos employés vis-à-vis même de l'utilisation de l'extincteur. Vous allez voir que pour un extincteur de 3 à 6 kg, il faut 9 secondes minimales. Pour 6 à 10 kg ou litres, 12 secondes. Et en fait, supérieur à 10, on a combien? 15 secondes. C'est très, très minime. Donc, naturellement, si vous n'utilisez pas le bon emplacement, la bonne source, vous n'êtes pas dans la bonne direction du feu, l'extincteur ne pourra pas éteindre le feu. Et ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc, nous, comme je l'avais dit précédemment, c'est l'accessibilité. Parce que l'extincteur, comme je l'ai dit, on ne l'utilise pas tout le temps. Donc, on la néglige. Nous, on met un plan de suivi en tant qu'HSE. Donc, il doit être clairement signalé dans un lieu qui est accessible. Il doit être accroché à la vue de tous. Il doit être libéré déjà de tout ce qui est comme obstacle. À la maison, vous allez voir, on va venir prendre l'extincteur, on va venir mettre soit un placard pour fermer l'extincteur. S'il y a un feu, si vous êtes obligé de déplacer le placard d'abord avant d'aller. En ce moment, le feu déjà peut devenir très grave. En entreprise aussi, vous allez mettre l'extincteur. Si, quand c'est au magasin, d'ici, on va voir déjà, on a pris déjà des choses pour venir bloquer même l'accessibilité. Et c'est cette chose-là que nous, on doit déjà éviter en entreprise. Donc, on va travailler sur que l'extincteur déjà, en fonction de sa position, il soit toujours visible. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on va inspecter même l'extincteur lui-même aussi. Donc, son accessibilité, on va former les gens à libérer même l'accès donc à l'extincteur. Et après, maintenant, on va inspecter maintenant l'extincteur. Donc, vous allez voir que dans les checklists qu'on vous avez envoyés, il y a les différents points à pouvoir inspecter déjà sur un extincteur. Questions sinon, je rappelle toujours que s'il y a des questions. Pour la maintenance, ce sont des questions qui arrivent tout le temps, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, là, c'est l'agent extincteur qui peut mettre ça en place. Il va mettre une checklist pour l'extincteur, déjà l'emplacement pour qu'il soit visible. Inspecter pour l'extincteur à pression permanente, le manomètre, l'information que le manomètre dit, et déclasser, par exemple, tous les extincteurs qui ne sont pas là. Maintenant, quand à recharger maintenant l'extincteur, ça ne relève pas du HSE. Lui, il va peut-être lancer un appel d'offres. Une structure qui a cette capacité-là viendra recharger maintenant les extincteurs en fonction même de leur agent extincteur. En ce moment, ça peut se faire chaque 6 mois. Ça peut aussi se faire aussi chaque an.
Est-ce qu'il y a des questions concernant la lutte contre les débuts de feu? Donc, on a vu que pour lutter contre le feu, déjà, il faut casser la chaîne déjà du triangle de feu. Soit le combustible, soit le comburant, soit l'énergie d'activation. Ensuite, il faut savoir c'est quelle classe de feu. C'est en fonction du classe de feu qu'on va adapter l'agent extincteur. Sauf qu'on a vu qu'il y a deux types d'extincteurs. L'extincteur à pression permanente et l'extincteur à pression auxiliaire. Permanente, lorsqu'on a le manomètre. Auxiliaire, lorsqu'on n'a pas le manomètre et on a le sparkler. Ensuite, par rapport aux extincteurs, nous, notre rôle déjà, c'est de vérifier leur accessibilité, qu'ils soient accrochés à la vue de tous, dégager même de tout ce qui est comme obstacle. On a travaillé à ce qu'aussi soit disponible et entraîner la réactivité de nos travailleurs vis-à-vis des débuts de feu. Et à leur donner un message. On utilise l'extincteur pour les débuts de feu et jamais on utilise l'extincteur contre un incendie. Quand on sait que l'incendie, c'est un feu violent qui échappe sous nos contrôles. Mais par contre, on peut utiliser l'extincteur pour trouver notre chemin pour fuir un incendie. C'est-à-dire, si vous êtes emprisonné déjà par de grands feux, vous pouvez utiliser l'extincteur là déjà dans les braises là, pour éteindre le feu pour fuir. On ne peut pas utiliser, lorsqu'on est devenu, on arrive à l'extincteur, on va avoir d'autres moyens déjà pour lutter déjà contre les incendies. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne fasse la transition? Pour moi, c'est juste une question. Les extincteurs à poudre qui a des monomètres là, Est-ce c'est que rechargeable ou non rechargeable? l'extincteur à poudre, Les extincteurs à poudre, les ABC. Oui, oui, oui. oui. Donc, tous les extincteurs sont rechargeables. Tous les extincteurs sont rechargeables, que ce soit le CO2, que ce soit à poudre, que ce soit l'eau, que ce soit l'eau pulvérisée, l'eau plus additive. Tous les extincteurs sont rechargeables. On avait vu précédemment que déjà, il y a la durée minimale même pour pouvoir épuiser. Ça signifie que si c'est vide, vous allez voir que l'aiguille même du manomètre va descendre à zéro. Ça signifie qu'il est vide. La bouteille sera là, mais le contenu sera vide. Vous allez prendre à la maison, c'est comme les bouteilles de gaz. Une bouteille de gaz, ce qui fait la bouteille de gaz, ce n'est pas la bouteille elle-même, c'est le gaz qui est à l'intérieur. Si le gaz est épuisé, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est la même chose comme, et lorsque la bouteille est vide, vous êtes obligé d'aller la recharger. Mais la poudre, c'est beaucoup plus spécifique parce que souvent, la poudre même peut se colmater à l'intérieur, ça peut durcir. Donc, souvent, vous allez voir que soit c'est durci, dans ce moment, il faut appeler déjà l'entreprise déjà de la maintenance pour vider à l'intérieur pour pouvoir le recharger. Les autres questions qui arrivent, c'est est-ce qu'une bouteille, la durée de vie, une bouteille d'extincteur peut faire 5 ans, voire 10 ans. C'est une bouteille comme la bouteille de gaz. Sauf qu'il y a des procédures qu'on met en place pour pouvoir déclasser certaines bouteilles. Parce qu'on va vérifier l'état, est-ce que c'est fissuré, est-ce que sinon ça, on peut déjà l'utiliser. Le plus important, c'est l'agent extincteur qui est à l'intérieur. Est-ce que M. Mahamadi est satisfait? Oui, je suis parfaitement satisfait, mais nous, on a ça autant, mais nous, on a déclaré ça. Par ça, C'est ça. souvent pour aller. C'est ça. Donc, tout va dépendre de l'organisation de l'entreprise. Pour eux-mêmes, les sécurités, parce que la vie humaine, on n'a qu'une seule vie. Donc, il faut relever les standards. Donc, mettre des procédures pour éviter même de s'exposer. Vous allez voir, d'autres entreprises vont dire, eux, par exemple, à partir de 2 ans, ils déclassent tous les extincteurs. Ils envoient ça à la maintenance. Ils vont casser même les bouteilles là. C'est comme ça, quand vous partez même dans les structures, telles que sur du gaz, tout et tout, il y a des procédures pour pouvoir déclasser même les bouteilles elles-mêmes. Sauf qu'il y a des petites magouilles qui font qu'on les remet. Et vous voyez aujourd'hui déjà ce que ça entraîne déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on pourra continuer. Minungu, est-ce qu'il y a des questions? HP, je rappelle que si Non, HP c'est nous bon. suit, il peut ouvrir son micro, se présenter et ensuite continuer. Et donc, en entreprise, lorsque on arrive, parce qu'on sait que un feu peut échapper sous nos contrôles, dans ce cas, il devient un incendie. Donc, on va mettre les extincteurs. Et on sait le feu peut échapper sous nos contrôles. Donc, il y a d'autres moyens qu'on met en place. Déjà que précédemment, on avait vu que l'État nous oblige à mettre en place ce qu'on appelle le plan d'opération interne, qui est le POI, vous allez entendre ça souvent.
Parce qu'on sait qu'il y a des entreprises à haut risque. Par exemple, des grandes entreprises où il y a des systèmes même de carburant même qui sont sur le site pour pouvoir alimenter leur production. Soit vous allez voir 45 000 ou 90 000 litres, ça peut exploser à tout moment. Il y a des sinistres même qui peuvent arriver. Donc, on les oblige à mettre en place ce qu'on appelle le plan d'opération interne pour que lorsque ces sinistres arrivent, ils soient préparés intérieurement à travers certaines organisations pour contenir même ce sinistre-là, afin de protéger les travailleurs et protéger aussi la population environnante. Maintenant, lorsqu'on sait que ça dépasse même le périmètre opérationnel de l'entreprise, l'État encore les dit de mettre en place ce qu'on appelle quoi, le plan particulier d'intervention qu'est le PPI. En ce moment-là, c'est l'État qui rentre en ligne de compte pour vous aider. L'État dit, ah, au niveau de l'entreprise, apparemment, c'est mou, hein, l'incendie est à un très grand volume, il n'arrive pas. Donc, l'État même va rentrer à travers quoi? Soit des campagnes, soit appeler par exemple à Sotraco pour dire attention, venez soit à Kosodo, il y a telle entreprise, il y a un incendie qui a dépassé le périmètre opérationnel. Venez envoyer des bus pour pouvoir évacuer tout le personnel, évacuer même les villageois par exemple, parce qu'ils sont exposés, soit un grand risque d'explosion. Là, c'est l'État même qui vient aider. Là, ça rentre dans le cadre du PPI. On va communiquer à la radio, tout et tout. Donc, mais sinon, c'est le plan d'organisation interne qui est le POI d'abord. On va préparer des scénarios. Attention, on va voir dans notre entreprise, qu'est-ce qui peut arriver comme sinistre? Il peut y avoir un incendie. S'il y a un incendie, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des éléments. On va former les emplois à travers des simulations. On va simuler même à travers des alarmes. On va les dire, si vous entendez l'alarme, ça signifie qu'il y a un sinistre. Il faut courir, abandonner votre truc, allez-y vers le point de rassemblement. On va former des gens qu'on appelle les guide fils, des CFIL. Tout ça, ça rentre dans le cadre de notre POI, plan d'opération interne. Donc, ce sont des scénarios qu'on prépare. Par exemple, si on a des silos, on va imaginer, scénariser que, et si un jour, le silo arrive à s'écrouler, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place des éléments pour que le jour que ça arrive, là, chacun sache ce qu'il peut faire. On va identifier un commandant de bord, dans d'autres cas, qui peut être le premier directeur général, et c'est lui seul qui peut déclencher. Attention, le sinistre là nous a dépassé, on déclenche le POI, et chacun sait déjà ce qu'il faut faire. Donc, pour lutter déjà contre les incendies en entreprise, on a ce qu'on appelle les robinets d'incendie armés, les RIA. Donc, je rappelle que le RIA signifie le robinet d'incendie armé. Vous allez voir dans beaucoup d'entreprises, il y a ça, qui est constitué d'un ensemble d'éléments, les dévidoirs, les volants de manœuvre, où chaque mois, chez nous par exemple, c'est chaque mois, on vient faire des exercices pour voir est-ce que nos RIA même marchent, est-ce que les dévidoirs marchent, est-ce que même le diffuseur là même est en très grande capacité pour que s'il y a un feu, on puisse vraiment l'utiliser de façon pratique. Donc, ces composantes, le plus important, ce n'est pas de connaître ces composantes parce que dans le cas du POI, on appelle déjà les sapeurs-pompiers qui viennent renforcer, voir quels sont les différents points où on peut installer les RIA, qu'est-ce qu'il faut. Le plus important déjà, c'est de pouvoir faire donc ce qu'on appelle le suivi. Donc, comme la vérification, l'entretien se fait, tout dépend tous les mois. Chez nous, par exemple, c'est tous les mois, tous les 6 mois. Et des simulations qui se font aussi de façon non très, très pratique. On peut aussi ajouter aussi des instincteurs sur roue pour que lorsque un incendie survient, les RIA vont commencer à les déclencher à travers les guide fils, les CFIL, tout et tout. La fumée, on avait vu déjà lorsqu'il y a un incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher déjà l'air frais parce que l'air frais se trouve vers le bas. Il faut éviter déjà d'utiliser aussi quoi? L'ascenseur. Parce que dès qu'il y a un incendie, la première des choses qui arrive, c'est qu'il y a coupure de courant. S'il y a coupure de courant, on peut être bloqué dans l'ascenseur. Si on est bloqué dans l'ascenseur, ce n'est même pas le feu qui va nous tuer, c'est le CO2, la fumée là même qui va. On va l'inhaler même à grande quantité et on sera beaucoup plus exposé. Donc, vous allez voir déjà dans notre plan d'opération, qu'est-ce qu'on va mettre? L'évacuation. On va former des gens à travers des simulations. On va former des gens qu'on va dire que eux, c'est nos guide-fils. Les guide-fils, ce sont les premières personnes qui rentrent dans les bureaux. Dès que l'alarme sonne, eux, leur rôle déjà, c'est de courir, rentrer dans les bureaux. Dans chaque bureau, ils vont dire attention, attention, il faut sortir, sortir, allez-y au point de rassemblement. Ensuite, les CFIL, eux, passent en dernière position pour voir, parce qu'on peut oublier des personnes. Des gens peuvent rentrer dans les toilettes, il va ressortir pour lui, tout est normal. Donc, les CFIL passent en dernière position dans tous les bureaux. Sortez, sortez, allez-y au point de rassemblement. Arrivé au point de rassemblement, chacun va voir est-ce que son voisin est là. On va faire des comptes pour voir est-ce qu'on n'a pas oublié quelqu'un. Donc, on va mettre en place déjà des klaxons, des sirènes
Et on va dire aux gens, si ça sonne, voici ce qu'il faut faire. Il faut utiliser les issues de secours. Il faut éviter d'utiliser les ascenseurs. Il faut toujours se rallier vers les points de rassemblement. Là, ce sont les simulations même qu'on met en entreprise pour accompagner, accentuer la survenue même des incendies. Donc, les débuts de feu, les extincteurs seront là. Mais lorsque les incendies seront là, on va mettre en place déjà une procédure déjà à travers donc, notre plan d'opération interne. On va voir des vidéos, on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, pour vous ici, qu'est-ce qui n'a pas marché d'après vous dans cet exemple-là? Dans cet exemple-là, pour moi, je pense qu'il aurait pu commencer par le bas parce qu'il a éteint la flamme seulement par le haut. Il n'était pas non plus stable lorsqu'il était en train d'utiliser l'instincteur. Il mettait en haut, en bas, Oui. des trucs comme ça. Quel autre point n'a pas marché? Madame, pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'ils ont utilisé l'extincteur approprié? Deuxième point qui n'a pas marché d'après vous. Regardez le temps qu'il allait chercher l'extincteur. Donc ici, imaginez-vous déjà pour quelqu'un qui a son garage. Vous êtes le garagiste, quelqu'un vient déposer, bon, même si c'est vous-même, parce que si vous êtes dans la peau du garagiste, vous allez dire que le client peut comprendre. Sauf que si moi j'envoie mon véhicule pour réparer, au lieu de réparer, vous m'appelez pour dire que le feu a pris, là, moi, je ne comprends plus français. Hein. Vous êtes obligé de me rembourser. Donc, imaginez-vous, vous envoyez votre véhicule au garage. Le garagiste, lui-même, déjà, par sa faute, déjà, il crame le véhicule. Naturellement, il doit rembourser. Donc, en tant que garagiste, maintenant, si vous devez rembourser le véhicule, vous perdez votre magasin, vous perdez votre équipement, beaucoup de personnes ne peuvent se relever de cette situation. Parce que soit vous fonctionnez même sur un prêt, après, c'est pour ça qu'on dit, la norme nous dit de ne jamais négliger un risque dont la gravité est élevée et la probabilité d'occurrence est faible. Raison pour laquelle, par rapport aux incendies, on met en place des mesures pour que si ça arrive, on arrive à répondre efficacement. On va commencer déjà avec les débuts de feu, les extincteurs. Identifier dans ce garage-là, pour vous, c'est quel type de feu? C'est quelle classe de feu d'après vous? Pour vous, c'est quelle classe de feu? Ça doit sortir très rapidement. Oui, pour vous, c'est quelle classe de feu? Classe de feu, c'est quelle classe de feu? Pour moi, pour moi, c'est la classe B, c'est du carburant, le C'est du gasoil soit de carburant, donc c'est un l'essence. feu de classe B.
Donc, imaginez, si c'est un feu de classe B, ils ont un feu, ils ont un extincteur qui lutte contre les feux de classe E. C'est évident que naturellement, ça n'éteigne pas. Raison pour laquelle il faut faire cette cartographie-là sur son site de travail. Attention, j'utilise le carburant. Je dois avoir un extincteur qui arrive à lutter efficacement contre ce carburant-là. Et on va voir que, est-ce que c'est un 6 kg que je dois utiliser? Vous allez voir cette quantité même d'essence qui est contenue dans le véhicule. Est-ce qu'un 9 kg peut? Est-ce qu'un 3 kg peut? Est-ce qu'un 12 kg peut? Est-ce que je dois renforcer même d'autres instincteurs? Il y a cette étude-là qui accentue notre plan de prévention. Raison pour laquelle le HSE devient un élément incontournable pour éviter même que tout le magasin même soit brûlé. S'il y avait un HSE qui avait fait cette cartographie, il allait éviter déjà ce sinistre-là. Il allait dire, bon, attention les gars, ici, on a tel kilo, voici les classes de feu qu'on a, voici les instincteurs qu'on doit avoir, voici le nombre d'instincteurs qu'on doit avoir dans ce lieu-là. Pour que lorsqu'il l'avait utilisé, vous allez voir que les 3 personnes allaient utiliser, par exemple, 4 instincteurs en même temps sur la source du feu, le feu allait s'éteindre. Et voici que rien n'est respecté, vous perdez votre investissement. Donc, lorsque déjà une personne, déjà, on a le feu sur le vêtement, le principe, c'est la même chose. On éteint le feu soit déjà par étouffement ou soit par refroidissement. Il faut utiliser soit un morceau de pagne ou un morceau de tissu naturellement pour étouffer le feu. Il faut bien maîtriser la personne parce que quelqu'un déjà qui a le feu sur lui, vous allez voir, il va courir dans tous les sens. En courant même dans tous les sens, sa tête peut cogner quelque chose, il peut être exposé à d'autres risques. Si c'est un cas de brûlure, on va voir déjà dans le secourisme, il faut le meilleur moyen déjà en attendant les pompiers, c'est de le mettre déjà sous un robinet. L'eau là déjà va atténuer déjà la brûlure. Donc, lorsque c'est le cas déjà d'un moteur de véhicule, n'ouvrez pas. Pourquoi d'après vous, on ne doit pas ouvrir le capot? Pourquoi on ne doit pas ouvrir le capot? Hmm? Donc, pour Madame Digma, ça peut s'exploser. Pour vous, pourquoi on ne doit pas ouvrir le capot? Faites un moteur de véhicule, n'ouvrez pas le Si, capot. Utilisez. Allez-y. Monsieur Moi, Mamadi, allez-y, on vous écoute. je pense qu'on ne doit pas ouvrir le capot parce que tous les organes du véhicule sont concentrés principalement à ce niveau-là. Donc, les dégâts et la flamme risquent d'être beaucoup plus que Attends, qu'ailleurs. mais il y a un point essentiel. Je dois pouvoir entendre ça. Pourquoi on n'a pas ouvert le capot d'après vous? quand la machine ouvre le capot, on augmente l'air, le volume d'air va augmenter. Si Dès on qu'on augmente ouvre l'air, le capot, on on va augmente prendre déjà l'ampleur. l'oxygène. Parce que l'air qu'on respire, à 80% de diazote, on a 20% d'oxygène. Donc, au lieu d'éteindre, on vient intensifier déjà. On ne va plus pouvoir arriver à contrôler. Raison pour laquelle aujourd'hui, la réglementation impose même d'avoir une trousse de secours dans son véhicule et aussi d'avoir un extincteur. Même si c'est un 1 kg, même si c'est un 3 kg, il faut pouvoir le mettre. Donc, naturellement, vous allez voir, généralement, d'autres vont utiliser le sable. Et si après, on peut récupérer le véhicule, c'est la bienvenue. Sinon, si le capot va en absence des intérêts, étouffer les flammes avec tout autre moyen possible. Lorsque c'est un feu électrique, la meilleure façon, c'est d'aller couper à la source. Puis on coupe à la source, naturellement aussi le feu s'éteint. Si c'est un feu de cuisson, naturellement, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Si c'est un feu de cuisson, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà couper la bouteille de gaz. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on arrive à la maison, dès qu'il y a un problème, il faut couper la bouteille de gaz d'abord. Et ensuite, maintenant, si c'est la poêle même qui prend feu, il faut étouffer. Donc, c'est les petites choses qu'on peut mettre à la maison. Former même les enfants. Nous, pour notre semaine santé-sécurité chez nous, on a demandé à chaque travail d'envoyer ses enfants. Et on a formé les enfants parce que souvent, les enfants restent à la maison. Un feu électrique peut arriver, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est des choses qu'en tant qu'HSE, il faut avoir ce réflexe de montrer aux enfants à la maison, même dans nos différentes familles, parce que tout peut arriver. Pour les bouteilles de gaz, je vais revenir plus particulièrement là-dessus. On va observer 2 vidéos et puis on va voir qu'est-ce qu'il fallait faire.
Donc, ça, c'est la première vidéo. On va regarder la deuxième vidéo et on va tirer un enseignement. Donc, pour vous, quel enseignement on peut tirer de ces deux vidéos? Quel constat déjà vous faites? Quel constat et quel enseignement on peut tirer de ces deux vidéos? Pour moi, la première vidéo où on voit que les gars là ont joué, on s'amusait avec le feu, c'est que le feu Ils ont a pris s'amusé l'ampleur. avec le feu. Eux, ils sont amusés avec le feu. Ils n'ont pas essayé même d'éteindre ça, non plus d'extincteur, ni rien. Ils sont en train de regarder le feu là prendre l'ampleur. Pour les secondes là, on voit que le monsieur là a pu accéder au niveau de la bouteille de gaz là, et fermer le gaz là, et le feu s'est éteint sur place. Minougou, Je dirais constat que et pour la première vidéo, ils ne se sont pas pris vite. Je pense qu'ils ont paniqué un peu et le feu a pu prendre de l'ampleur et ils n'ont pas utilisé d'instincteur parce que j'ai regardé un peu autour, il n'y en avait pas. Ils ont préféré éteindre ça avec un liquide, ce qui a augmenté le feu. Et pour la seconde vidéo, c'est un peu comme ce que monsieur vient de dire. Et donc, Monsieur, quel enseignement, d'après vous, si vous êtes HSE, vous intégrez une structure, vous montrez, ah, voici nos différents sites, voici les deux vidéos. Quel est le plan de prévention que vous allez imposer dans les deux cas? le plan de prévention sera déjà de former le personnel. De former le personnel. Oui, de les prévenir un peu de ce qui pourrait arriver si jamais il y a un incendie, comment s'y prendre, et de mettre à leur disposition des instincteurs pour qu'ils puissent et leur montrer un peu comment utiliser ça aussi. C'est ça. Donc, c'est essentiellement ça. Dans la première vidéo, on voit M. Mamadi a dit qu'il s'amusait avec le feu. Moi, je dis toujours, il faut accorder le bénéfice, voilà, du manque de connaissances aux autres. Parce qu'il ne faut pas uniformiser les choses. Le problème pour moi, et ça c'est pour moi, voilà, c'est personnel, le problème de ce monde-là, c'est qu'on veut amener tout le monde à penser comme nous on pense. Non, ça ne peut pas marcher. Il y a des gens qui ont fait peut-être, ils sont dans un environnement, ils n'ont jamais vu un véhicule. Donc, c'est leur droit de ne pas connaître un véhicule. Si on les avait appris ça, ils allaient naturellement savoir. Quelqu'un va arriver sur un site, il va avoir une citerne. Pour lui, la citerne n'est pas dangereuse. Accordez-lui ce bénéfice-là parce qu'il ne sait pas. Quelqu'un qui a averti, vous allez voir, il prend plus de précautions. Donc, c'est comme ça que ça se passe, ça se fait en entreprise. Donc, il faut que nous, en tant qu'HSE, il faut qu'on avance avec beaucoup d'humilité. Parce que celui qui ne connaît pas les risques auxquels il est exposé, sa manière de se comporter face à ce risque sera différente de quelqu'un qui a averti. Vous allez prendre un bébé, il va voir un serpent, il joue le serpent. Mais une grande personne, quand il voit un serpent même à distance, il commence à prendre l'opposé. Parce qu'on est averti. Et c'est comme cela, partout. La première vidéo, on a deux personnes qui travaillent. Pour eux, naturellement, un feu, c'est un feu. Ils peuvent prendre l'eau pour pouvoir éteindre le feu. Parce qu'ils ne sont pas formés. Donc, nous, HSE, notre rôle, c'est de leur apporter cette connaissance-là. S'ils sont informés, vous allez voir qu'ils vont utiliser leurs connaissances, comme dans le cas de la seconde vidéo, pour arriver à éteindre le feu. Donc, s'il n'y a pas de matériel qui est mis à leur disposition, s'ils n'ont pas de formation pour pouvoir le faire, souffrez que déjà, ils puissent essayer déjà par leurs propres moyens déjà de pouvoir éteindre le feu. Sauf que ce n'est pas forcément tous les moyens qu'on a à notre disposition qui puissent nous aider. Donc, le plus important pour nous déjà, c'est de faire la formation, de pouvoir transmettre dans n'importe quel environnement où on est. Parce que même à la maison, nos petits frères, nos petites soeurs peuvent utiliser ces mêmes moyens-là
pouvoir lutter parce que pour eux, c'est normal. Donc, voici un peu l'essentiel à retenir. Maintenant, moi, je dis toujours, si à chacun, même à la maison, vous allez aller aujourd'hui dans les centres des grands brûlés, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout, c'est les chiffres qui ne sortent pas. Vous allez voir le maximum même de morts, c'est dû soit à l'utilisation de bouteilles de gaz. Vous allez voir la plupart des grands brûlés, c'est dû à l'utilisation des bouteilles de gaz, à la mauvaise utilisation. Donc, il faut que nous, on soit des canaux de sensibilisation à la maison. Le fait-tout, on n'utilise pas le fait-tout comme on ne met pas le brûleur généralement sur le fait-tout, une bouteille de gaz. C'est comme si vous rassemblez en même temps le combustible, le comburant est déjà présent dans l'air. Il y a déjà l'énergie d'activation qui est déjà là. La moindre fissure, la moindre fuite automatiquement, les trois composantes sont réunies, incendie, explosion. Donc, je dis toujours, ce n'est pas face à la priorité, il faut que nous-mêmes on soit sévères face à nous-mêmes nos propres sécurités. Et on doit pouvoir dire même à la maison, même si on a utilisé un fait-tout, on doit mettre des critères. C'est-à-dire, si ce sont les enfants qu'on va envoyer, il faut leur dire quand vous partez acheter une bouteille de gaz, voici des éléments que vous devrez inspecter avant de payer la bouteille. La priorité, ce n'est pas d'avoir une bouteille de gaz, mais c'est d'avoir une bouteille de gaz qui nous protège nous tous. Parce que quand on diminue même l'exposition au risque, on est quand même protégé. Parce qu'on a vu que face à un risque, on a deux éléments d'appréciation, soit la gravité ou soit l'exposition. Donc, on va leur dire quand vous partez acheter une bouteille de gaz, regardez même l'état de la bouteille. Ou à défaut, même pour ne pas être dans la difficulté, on achète soit deux bouteilles de gaz. On les charge pour que même si un est vide, un est déjà plein. Ça fait que souvent, même si on est serré, si la bouteille ne remplit pas nos critères, on n'utilise pas. On va dire aux enfants, lorsqu'on va acheter une bouteille de gaz, regardez l'état de la bouteille. Est-ce que la bouteille est futurée? C'est une vieille bouteille, c'est une nouvelle bouteille. Est-ce que la tête même de la bouteille est déjà bonne, l'étui est déjà bon pour les faire tout? Est-ce que le flexible noir est déjà là pour pouvoir éviter même les fuites? Voici des éléments qu'on doit pouvoir imposer même pour nous, même notre propre sécurité. Pour que lorsque ces différentes checklists-là ne rentrent pas dans ce que moi je propose, je n'utilise pas la bouteille tout simplement. Ça, c'est un premier élément qui permet de réduire même la probabilité même d'exposition. Ensuite, plutôt la gravité. Ensuite, l'exposition. On va dire par exemple à la maison, on va éviter trop d'utiliser les fait-tout. On va utiliser les fait-tout peut-être lorsque on a vraiment besoin. On va beaucoup plus utiliser quoi? Les grandes bouteilles de gaz. Parce que là, le brûleur n'est pas dessus. Sauf, donc plus on diminue l'utilisation, moins aussi on est exposé. Donc, on va beaucoup plus utiliser les grandes bouteilles. Les grandes bouteilles aussi, on va toujours checker. Le conduit, à la maison, si on demande même aux gens, leur conduit, là, ils ont acheté ça depuis combien d'années, ils ne savent pas. C'est des choses qu'on utilise tout le temps. Le conduit, généralement, vous allez lire sur le conduit, souvent c'est 2 ans, souvent c'est 3 ans, c'est 4 ans. Après, lui aussi, il y a la date de péremption. Donc, il faut vérifier. Souvent, on n'est pas à la maison, des enfants peuvent venir prendre l'aiguille pour percer. Il y a beaucoup de choses que nous-mêmes, on doit pouvoir inspecter. Ça, c'est ça le HSE. Ce sont les choses qu'on doit pouvoir envoyer à la maison et former les enfants pour qu'attention, s'il y a tel feu, voici comment vous devez pouvoir éteindre. S'il y a ça, voici comment. Les feux électriques, voici comment vous pouvez aller couper le disjoncteur, parce que souvent on n'est pas là. Dans la construction, on a vu que déjà pour pouvoir lutter efficacement, nous déjà pour pouvoir gérer un risque, on utilise soit à la source, on va éviter le risque. Si on ne peut pas éviter le risque, on va l'atténuer. Si on ne peut pas l'atténuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va le transférer. Vous allez voir aujourd'hui, la plupart des alimentations, ils appellent l'assurance. Ils vont assurer parce qu'ils savent que tout peut arriver. Maintenant, lorsqu'on peut pas, on peut faire quoi? L'acceptation. L'acceptation, soit elle est active, soit elle est passive. Active, on va mettre en place déjà des extincteurs à la maison, tout et tout. Mais passif, vous allez voir, dans d'autres cas, même dans la construction aujourd'hui des maisons familiales, il faut qu'on intègre d'autres éléments pour unifier même le matériel. Et notamment aujourd'hui, il y a des peintures même qui n'arrivent pas vraiment à contenir même le flux de chaleur. Il faut préparer des issues de secours dans la conception même des chambres des enfants. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, on met des antivols partout. S'il y a antivol, c'est vrai que là, il y a 2 risques. Et c'est à nous d'évaluer entre les voleurs et puis un incendie. S'il y a un problème, face à quel risque on doit pouvoir se protéger. Donc, les antivols, il faut qu'on arrive à créer des moyens pour que même de l'intérieur, s'il y a un problème, les enfants aussi arrivent à s'évacuer. Donc, ce sont des choses qu'on doit mettre à la maison.
Les bouteilles de gaz, normalement, ne sont pas faites pour rester dans la maison. Ils sont faits pour être mettre à l'extérieur. Quand vous partez au Ghana, tout et tout, toutes ces bouteilles sont mises à l'extérieur et alimentées de l'intérieur. Sauf que souvent, chez nous, si on met à l'extérieur aussi, on a un autre risque aussi qui est là, les voleurs. Mais tout en un, c'est à chacun de penser à sa sécurité. Et nous, on nous dit toujours, en tant qu'HSE, notre leitmotiv, c'est de ne... Aucun travail n'est assez urgent pour se faire dans la précipitation. C'est la santé et sécurité d'abord, parce qu'on a une seule vie, donc autant en prendre soin. Donc, à la maison, s'il y a un feu de cuisson, il faut couper simplement, il faut prendre un couvercle mouillé. Ce sont les petites choses qu'on peut montrer aux enfants à la maison. Et donc, voici aussi des éléments. On va couper déjà le combuant pour pouvoir l'éteindre. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on avait parlé de détection automatique. Voici ce que beaucoup font en entreprise, même chez nous, lorsqu'on a des emplois. Au lieu d'aller utiliser l'extincteur, on fait des conduits pour alimenter. Et lorsqu'il y a un flux de chaleur net, ça se déclenche. Donc, ce sont les cas, par exemple, ici, c'est en restauration, sauf qu'ils ont oublié déjà qu'ils ont mis des détecteurs automatiques d'incendie. Donc, ils ont allumé le feu pour se filmer. Donc, lui, pour lui, déjà, il y a un début de feu, donc il s'est déclenché automatiquement. C'est les choses qu'on peut mettre. Mais aujourd'hui, avec les moyens de prévention, on travaille déjà à éviter même que l'homme s'expose même au feu. Alors, souvent, voulant éteindre le feu, après, tu es emprisonné par le feu. Donc, aujourd'hui, on remplace ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Aujourd'hui, on a vu que même l'extincteur a des insuffisances parce qu'on a vu la distance d'attaque de feu. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui sont là. C'est pour ça que le HSE doit s'ouvrir. Le HSE aujourd'hui doit se documenter parce qu'il y a beaucoup, la science évolue. Il faut aussi se mettre à jour face à l'évolution de la science. Donc ici, on arrive à voir que même à distance, il faut se mettre à jour. Ça permet déjà d'éviter que l'homme même ne soit exposé. Donc, on a un peu fini la lutte contre l'incendie. Est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a 15 minutes, je vais surfer sur le sécurisme, que les prochaines séances on puisse revenir. Sinon, 2 heures, ce n'est pas évident. Question sinon? Question? Vous m'entendez? Oui, allez-y. Je vous assure honnêtement qu'il y a eu une urgence, donc j'ai pris seulement qu'à parler du cas spécifique. C'est tellement que je vais revoir la vidéo C'est ça. pour me ressourcer et puis c'est vraiment la prochaine séance. Si il y a des parties que je n'ai pas comprises, je vais peut-être noter puis poser les questions après. Il y a Merci, monsieur. eu voilà, un imprévu là, donc j'ai dû me lever un peu. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre comme se doit aujourd'hui. Toutes mes excuses et puis voilà, je vais prendre la vidéo. Et puis, si possible, préparer mes questions s'il y en a. Merci. Merci, monsieur Kwasi. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'incompréhension? Monsieur Mahamadi, dites un mot. Minungu, dites un mot.
avant qu'on ne continue. Non, quant à moi, Vous avez tout compris. Oui, ça va. oh oui, j'ai tout compris. Donc, ça nous réjouit quand même. Donc, très rapidement, ce qu'il faut retenir déjà pour la lutte contre l'incendie qui est très, très important, il faut savoir qu'il y a deux cas spécifiques. Il y a la lutte contre l'incendie et il y a la lutte contre le début de feu et la lutte contre l'incendie. En entreprise comme à la maison, le plus important pour nous à HSE, c'est de savoir déjà c'est quoi le feu. Le feu, déjà, c'est cette flamme nulle qui apparaît lorsque trois composantes sont réunies. Le combustible, c'est qui brûle. Le comburant, c'est qui fait brûler. Donc, dans l'air, on a 80% de diazote et 20% d'oxygène. Et ensuite, l'énergie d'activation. Lorsque ces trois composants sont réunis, naturellement, il y aura feu. Donc, comment on fait pour lutter contre le feu? Naturellement, il faut couper un élément de ce triangle de feu-là pour que le feu s'éteigne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre en place des moyens d'extinction. C'est dans ce cas qu'intervient un extincteur. Un extincteur, c'est un appareil qu'on va utiliser pour propulser un agent extincteur, mais qui agit spécifiquement en fonction des classes de feu. On a vu qu'il y a 4 classes de feu de façon conventionnelle. Le feu de classe A, feu de matériaux solides, feu de classe B, liquide liquéfiable, tel que l'essence, le gasoil, le pétrole, etc. Les feux de classe C, gaz, et les feux de classe D, métaux. On a les feux de classe E, feu électrique, et les feux de classe F, feu d'hydraulique, feu de cuisson. Donc, on va voir que l'extincteur vient pour répondre à ces classes de feux. On a vu qu'il y a deux types d'extincteurs. L'extincteur à pression permanente, où on retrouve le manomètre, qui va nous dire est-ce que l'extincteur est sous pression, suppression ou sur le voyant normal. Il faut dégoupiller, viser la source et percuter en toute sécurité. Dans l'utilisation, il faut respecter la distance d'attaque. On avait vu qu'au niveau des agents extincteurs, il y a plusieurs types d'agents extincteurs. L'agent extincteur qui est constitué d'eau, eau pulvérisée, eau plus avec additifs, la poudre, la neige, le CO2 ou la mousse. Donc, voici comment on va utiliser l'extincteur comme un allié pour pouvoir casser un des éléments du triangle de feu. Maintenant, on sait que la norme nous impose pour nous dire que ne jamais négliger un risque dont la probabilité d'occurrence est élevée, plutôt est faible, mais la gravité est élevée. C'est le cas des incendies. L'incendie n'arrive pas tout le temps, mais quand il arrive, les dégâts sont majeurs. Donc, il peut arriver que même dans la lutte contre les débuts de feu, on n'arrive pas à épuiser, on n'arrive pas même à limiter même le début de feu. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va devenir un incendie. Quand on sait que l'incendie, c'est un feu violent qui échappe sous notre contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans l'entreprise des éléments pour que si l'incendie arrive, on arrive vraiment à pouvoir lutter efficacement contre l'incendie. Donc, on va mettre les robinets d'incendie armés. On va former les travailleurs à travers une procédure pour pouvoir déclencher le POI, le plan d'opération interne, où il y aura un commandant de bord, etc., etc. On va nommer des guides fils qui vont courir dans les bureaux d'entrée de jeu, les CFIL qui vont revenir en dernière position pour inviter les gens à se courir, venir vers le point de rassemblement. On va faire des simulations pour que s'il y a un incendie, on va voir est-ce que nos travailleurs là, ils arrivent à maîtriser nos procédures internes. Parce que l'incendie, ça peut arriver tout le temps. On va mettre en place tous ces éléments-là pour pouvoir lutter efficacement même contre l'incendie. Par rapport à l'incendie, nous, notre rôle déjà, c'est de vérifier déjà les conditions d'accessibilité. On n'utilise pas tout le temps l'incendie, mais c'est de s'assurer qu'il soit visible, qu'il soit dégagé, qu'il soit approché. C'est de vérifier déjà qu'ils sont en bon état, que le manomètre est sur la bonne indication. Donc, voici un peu l'ensemble des éléments qu'on doit pouvoir maîtriser donc, pour ce qui concerne la lutte contre l'incendie. Donc, c'est en même temps un briefing aussi pour monsieur Voici. Merci beaucoup, merci. Donc, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, on doit aussi le secourisme en 10 minutes. Sauf que, comme je l'avais dit, pour ce programme d'agent HSE, on a vraiment voulu concentrer le maximum pour qu'au sorti, vraiment, vous ayez au moins les bases pour opérer en tant qu'un HSE à temps plein. Donc, sinon, ce sont des modules vraiment qu'on arrive à faire quand même. En présentiel avec les superviseurs, ce sont des modules qui vont à plus de 4 heures. Donc, on essaie vraiment de les combiner. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'on pourrait terminer le secourisme. Je vais surfer là-dessus pour qu'à 21h, je m'arrête. Et le prochain cours,
commencer avec le secourisme et rattraper un peu pour pouvoir y terminer. Et donc, ici, le plus important pour le secourisme, c'est de connaître déjà le secourisme de niveau 1. Parce que le secourisme, déjà, c'est à plusieurs étapes. Voilà, pour des travaux de grande hauteur, même lorsque quelqu'un, un armé, arrive à le récupérer, comment vous allez pouvoir retirer la personne? C'est un autre état de sécurité. Mais ici, ce sont des bases qu'on puisse vous donner pour que vous soyez aussi des relais d'information auprès de vos travailleurs. Pour que si quelqu'un s'évanouit sur le chantier, qu'est-ce que je dois faire? Pour que si quelqu'un déjà est inconscient, il respire, qu'est-ce que je dois faire? S'il ne respire pas, qu'est-ce que je dois faire? S'il est blessé, il a une hémorragie externe, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, quel est le bon message que je dois pouvoir donner déjà aux agents de secours qui sont les pompiers? Comment? Parce que on va voir que la réactivité, l'efficacité même de notre appel va dépendre aussi de leur réactivité. Pour quelqu'un déjà qui n'arrive pas à donner le bon message au bon moment, naturellement, vous allez voir que l'intervention même des pompiers ne sera pas efficace. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'on va parcourir pour nous permettre vraiment d'être des relais d'information. Donc, comme je l'ai dit, la lutte contre l'incendie, le secourisme, c'est des choses qu'on doit pouvoir même partager à la maison auprès de nos enfants, parce que les enfants apprennent mieux souvent aussi, et ce sont de très bons relais. Donc, avec votre permission, on va aller un peu très rapidement, je vais surfer puis revenir. Donc, où on va s'arrêter à 21h, on va arrêter. Donc, c'est la protection. On avait vu déjà que la protection, déjà, c'est l'ensemble des éléments qu'on met pour pouvoir diminuer la gravité. Donc, quand je porte un casque, ce n'est pas pour éviter déjà l'accident, mais c'est pour que si l'accident arrive, au moins la gravité au moins soit atténuée. Nous, on va voir dans ce cas de figure-là, quels sont les différents éléments d'appréciation déjà pour pouvoir diminuer même la gravité dans chaque cas. Donc ici, déjà, on pourra voir déjà qu'il y a deux types de protection pour pouvoir mieux secourir quelqu'un. La première question qu'on doit se poser, est-ce que je peux contrôler le danger? Si je peux contrôler le danger, je vais supprimer le danger. Supprimer le danger revient déjà à quoi? À la première prévention qui nous dit que la première manière déjà de pouvoir réagir face à un risque, c'est d'éviter le risque. Si j'ai évité le risque, je ne peux plus mettre les moyens. Mais quand on dit supprimer un danger, c'est dans son entendement. Par exemple, une bouteille de gaz, c'est une bouteille de gaz. La meilleure façon déjà de ne soit, c'est de, quand on dit supprimer la bouteille, ce n'est pas de l'effacer, mais c'est d'éviter qu'on l'utilise à tout moment. C'est d'encadrer même son utilisation. Voilà. Donc, lorsque, par exemple, on est en circulation et qu'il y a un accident, on va baliser. C'est une manière aussi de pouvoir contenir le danger. Lorsque, par exemple, je suis sur le lieu de travail, je viens trouver un collègue qui est par terre. La première question, c'est de voir est-ce que j'arrive à identifier le danger? Pourquoi il est tombé? Si on arrive à voir un câble dénudé, par exemple, et à la présence du courant, si moi-même je m'approche, moi aussi je suis exposé. Dans ce cas, je dois chercher à faire quoi? Couper le disjoncteur. C'est une manière de supprimer le danger, ensuite d'accentuer maintenant mon plan de prévention. Dans le deuxième cas, si le danger ne peut être contrôlé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut délimiter la zone, il faut baliser, il faut revoir dans quelle manière je peux dégager ma victime même de la zone dangereuse. Et comment pouvoir dégager la victime, c'est la chose qu'on va voir. Ensuite, maintenant, baliser. Donc, le plus important pour nous, c'est de pouvoir donner l'alerte. Comment donner une bonne alerte? Donc, je rappelle tout ce que sont les éléments. Donc, les numéros d'appel de secours peuvent différer d'un pays à un autre. Pour la Côte d'Ivoire, peut différer du Burkina. Pour le Burkina, la police secours, c'est le 17. Les sapeurs-pompiers, c'est le 18. Ensuite, si c'est en entreprise, je rappelle que ces formations s'adaptent dans la vie active comme dans la vie professionnelle. En entreprise, il y aura des numéros d'urgence. Si dans votre entreprise, déjà, vous aviez, par exemple, l'infirmerie, vous allez mettre le numéro de l'infirmerie aussi comme un numéro d'urgence que tous les travailleurs doivent pouvoir connaître. S'il y a l'ambulance qui est dans votre entreprise, le numéro de l'ambulance aussi doit être connu de tous. Les sapeurs-pompiers doivent connaître la police secours. Mais sauf que ces deux éléments, sapeurs-pompiers, police secours, avant de pouvoir les appeler, il faut voir est-ce que c'est intégré dans votre procédure. Parce qu'en entreprise, on essaie de gérer en interne d'abord. C'est quand on arrive, on a l'incapacité de gérer en interne que le POI sera reconduit vers le PPI, qui est le plan particulier d'intervention, où l'État peut intervenir. Sinon, si vous vous précipitez pour un problème interne d'appeler les pompiers, par exemple, qui dit pompier, ça signifie qu'il y a d'autres appréciations externes dans votre entreprise. Le pompier, c'est une personne physique.
De bouche à oreille, on va dire attention, je suis allé dans telle entreprise, là aujourd'hui, on allait intervenir là-bas, il y a eu tel cas, tel cas. Et de bouche à oreille, ça va dégrader l'image de votre entreprise. Et on peut vous renvoyer pour ça. Donc, le plus important, est-ce que dans votre procédure interne, votre POI plutôt vous recommande déjà d'essayer de gérer d'abord. En cas d'incapacité, maintenant, vous allez appeler des structures externes. C'est ça le plus important. Donc, si vous avez déjà l'ambulancier interne, tout et tout, c'est quand eux, maintenant, ils sont en incapacité, eux-mêmes, ils vont juger, voir ce qu'ils peuvent sortir. Ou encore, si le premier responsable juge que l'incendie, là, on n'arrive pas à le gérer, il faut qu'on appelle les pompiers. Donc, il faut respecter la procédure. Donc, j'insiste toujours. Donc, le message d'alerte déjà suit ce circuit-là. Le numéro, quand on appelle le pompier, il faut expliquer d'abord la nature du problème, la localisation, l'état même de la victime, quelles sont les différentes mesures qu'on a prises en compte. C'est là que le secourisme de premier niveau intervient. Ensuite, s'il y a d'autres victimes, c'est de les dénombrer et ensuite, s'il y a d'autres risques éventuels. Donc, naturellement, comment ça va se faire? Allô, bonjour monsieur, je me présente, je suis monsieur Bado. Donc, la nature du problème, je suis témoin d'un accident de circulation. Nous sommes situés soit au rond-point de Zongona, avenue tant. Donc, je fais face à une victime qui est inconsciente, qui a une hémorragie externe, qui respire ou qui ne respire pas. Pour l'instant, pour contrôler l'hémorragie externe, j'ai pris un torchon pour pouvoir éviter déjà que le sang même ne s'écoule. Ou encore, je l'ai mis en position latérale de sécurité. Ou encore, voici les premières mesures que j'ai prises. Sinon, on a d'autres accidentés qui sont là. Voici. Et on est dans une zone encore où peut-être il y a d'autres risques potentiels. Ça, c'est l'efficacité même du message. Quand on passe comme cela, les sapeurs-pompiers savent déjà comment déjà intervenir. Sinon, vous appelez déjà directement, vous coupez, vous allez voir que s'ils viennent, si la victime, par exemple, ne respire pas, ils devraient envoyer un défibrillateur, par exemple. Donc, la nature même, le message de la lettre même est très, très important. Vous n'allez pas raccrocher le téléphone avant qu'il ne vous dise même de pouvoir raccrocher. Donc, il faut respecter ce schéma d'alerte-là. Ce sont des choses qu'il faut partager même aux enfants à la maison, les numéros en cas d'urgence même à pouvoir appeler. Donc, comme promis, il est 21h. Voilà, je sens qu'il y a beaucoup de fatigue. Donc, avec votre permission, est-ce qu'il y a des questions? On va interrompre. La séance prochaine, on va commencer par là. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Kouassi, allez-y, Binougo. Vous avez dit que lorsqu'on appelle les sapeurs-pompiers, là, il faut se présenter, il faut donner les détails sur la victime. Maintenant, ça, est-ce que c'est pas vraiment un peu trop long? Parce que le temps qu'ils quittent de là où ils sont pour arriver, le temps même que la personne qui appelle là va prendre pour parler là, ça risque pas de porter préjudice à la victime. Il n'y a pas moyen d'écourter un peu plus, ou bien il faut forcément donner tous ces détails. Et c'est comme je l'avais dit précédemment, l'efficacité de la lettre va accentuer leur réactivité. Si le message d'alerte là n'est pas concluant, parce qu'il doit venir avec des équipements. Vous imaginez, par exemple, vous faites cas, par exemple, à une victime, où il y a d'autres victimes qui sont là, où on doit envoyer, par exemple, plusieurs éléments pour pouvoir... Parce que là, on parle de mesures de première urgence. Si l'urgence, la première urgence est ratée, d'autres victimes même peuvent mourir avant l'arrivée des pompiers ou même après leur arrivée. Raison pour laquelle la lettre vraiment doit être concise et aussi vraiment très, très spécifique au message. Donc, vous allez voir, par exemple, ça ne va pas dépasser même 2 minutes. Alors, bonjour, monsieur, je suis Bado Léonel Théodore. Je suis témoin donc d'un accident de circulation. Tout simplement, nous sommes situés à Zogona. Zogona, la victime est inconsciente, ne respire pas. Donc, voici déjà ce que j'ai fait. Quand vous allez dire déjà la victime est inconsciente, ne respire pas, on vous demande est-ce que vous pouvez même leur faire déjà, soit s'ils respirent, vous pouvez les mettre en PLS. Si oui, ils vont dire commencez à les mettre en PLS. Sinon, ils vont vous dire commencez déjà à faire déjà, la compression abdominale avec les insufflations en entendant. Donc, ça les permet vraiment d'accentuer. Ils vont savoir, attention, il faut envoyer d'autres équipements beaucoup plus spécifiques. Sinon, les sapeurs-pompiers viennent, ils ont oublié un matériel là-bas. La victime va mourir après.
Donc, le plus important, c'est le message d'alerte. Plus il est précis, et mieux ils vont venir beaucoup plus à temps. Sinon, un médecin, vous allez demander à un médecin, les médecins vont vous dire qu'ils ont obligation de moyens, ils n'ont pas obligation de résultats. Obligation de moyens, ça signifie que le médecin travaille avec le plateau technique qu'il a. Quelle qu'en soit la qualification d'un médecin, si pour pouvoir opérer, il n'a pas le matériel pour pouvoir opérer, il n'est pas Dieu pour pouvoir guérir. Raison pour laquelle ils disent toujours, on a obligation de moyens, on n'a pas obligation de résultats parce que c'est Dieu qui guérit. S'ils ont le plateau technique, eux, ils font leur travail et Dieu va guérir. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Mado? Allez-y, monsieur. Voici. OK. Alors, merci bien. Je pense que effectivement, il faut donner la bonne adresse, la bonne précision pour ne pas qu'ils aient à chercher. Surtout la localisation, l'adresse, parce que plusieurs fois, plusieurs pompiers se demandent c'est où. Donc, quand l'adresse et la localisation est bien faite et bien donnée, je pense que c'est facile de trouver l'endroit et ça va écouter un peu la souffrance de la victime. Par contre, la question que je voudrais poser, très souvent, il y a des personnes qui n'ont pas de formation en secourisme et qui veulent secourir des personnes accidentées et savoir comment faire un PLS, tout et tout. Est-ce que ces personnes sont punies par la loi? Alors déjà, il faut savoir qu'on a obligation de porter secours. Mais c'est dans la limite de notre capacité. Souvent, ça c'est l'homme, ça c'est l'instinct naturel de l'homme. Quand quelqu'un est dans le besoin, naturellement, on veut l'aider parce qu'il souffre. Ça c'est l'instinct. Maintenant, on parle de geste de premier secours parce que vous allez voir que le mauvais geste peut entraîner la mort d'un individu. Donc souvent, c'est de voir, même quand vous discutez avec les premiers, on vous demande, est-ce que vous savez faire un PLS? Est-ce que vous savez faire une compression abdominale? Parce que c'est des choses qui ne s'improvisent pas, parce qu'on a une seule vie. Le moindre faux pas, au lieu de sauver la personne, vous allez tuer la personne. Donc la loi encadre ça. On a obligation de porter secours, mais c'est si on a les compétences adaptées. Par contre, aussi, celui qui a les compétences aussi, qui ne porte pas secours aussi, lui aussi, on peut aussi le poursuivre. Donc, c'est dans la limite, mais c'est encadré. Donc, on va voir par la suite que même pour pouvoir déjà porter secours à quelqu'un, il y a des manières de discuter avec la victime. Si la femme, elle est voilée, il y a des questions aussi qu'il faut quand même lui poser pour demander une certaine permission. Parce qu'après, souvent, voulant aider, il y a beaucoup de répercussions aussi qui arrivent après. Sinon, c'est vraiment encadré. Est-ce que M. Kwasi nous entend? Merci. Sinon, c'est bon. C'est bon. Donc, on va revenir beaucoup plus en détail vraiment pour la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, M. Kwasi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire merci pour votre présence. Donc, il faut réviser déjà le cours sur, on va envoyer les deux supports. Il faut réviser pour que déjà vous puissiez poser beaucoup d'autres questions pour les cours à venir. Parce que c'est deux cours que vous allez avoir attestation. Donc, qui dit attestation, ça signifie que demain, on va vous poser des questions sur ça. Donc, naturellement, il faut réviser, poser des questions, relire même la vidéo dans son entièreté. Donc, sur ce, vraiment, bonne soirée à vous. Le prochain rendez-vous, c'est le mardi à 19 h. Donc, on va faire l'effort, si vraiment il y a cette possibilité-là, de commencer à 18h30, pour ceux qui ont la pause, qui ont le temps, bien sûr. 18h30, on va terminer avec le secourisme et le temps de mieux rattraper. Parce que ce qui reste, ce sont de très bons modules aussi, pour qui il faut mettre beaucoup de contenu. Donc, on va commencer peut-être à 18h30. Même ceux qui vont venir à 19h30, on va toujours faire le rappel. Sinon, moi, 18h30, ça me va. Hein? Je pourrais être disponible. Okay. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci, M. Kwasi. Donc, sur ce, vraiment, bonne soirée à vous. Merci de prendre soin de vous. La santé, sécurité d'abord et soyons des artisans de la santé, sécurité autour de nous. Donc, très bonne suite de semaine à vous et rendez-vous le mardi ou encore dans le groupe.
À n'importe quel moment, s'il y a des questions, posez-les. On va vous répondre, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Donc, très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, beaucoup de courage et bonne soirée.